tout le monde a fermé les yeux, tout le monde a chié dans son froc, tout le monde a accepté. Mais je ne fermerai pas ma gueule pour autant, pour tout ce qui est en train de se passer. Ibrahim, est-ce que ça coûte cher de prendre la parole sur ce sujet-là en tant qu'artiste? Moi, si je commençais à vous raconter, je pourrirais la moitié de Paris, là. Sincèrement, depuis 1 an, je dors très mal. Et je me dis qu'on a complètement pété les plombs. Est-ce que le Liban va susciter la même indifférence? Moi, je refuse de m'adapter, en fait. Ça me va pas. Vous devriez avoir honte de dire un truc pareil. Et là, il m'a regardé comme ça. Il a tapé sur le dossier, il a pris le dossier, comme ça. Il me l'a montré, il m'a dit, je sais pas si c'est votre éducation, votre culture, monsieur. Qu'est-ce que cette épreuve t'a appris personnellement? J'ai goûté comme on goûte au casino à la première victoire. Et là, je suis tombé dans le piège de me dire, mais moi, si je joue, je gagne. Moi, j'ai raté ma vie, mais complètement. T'as raté ta vie? Malgré moi, j'ai appris comment fonctionnait la justice et la police. Moi, j'en ai fait les frais. Comment on se prépare à ça? Mais j'aurais bien aimé qu'à l'école, on nous dise que c'est pas à l'école qu'on apprend la vie. La peur dirige un peu systématiquement tout. Moi, mon problème, c'est que j'ai pas peur. Aujourd'hui, je reçois un virtuose de la musique, un artiste hors pair qui s'impose comme l'un des plus grands trompettistes de sa génération. Avec 19 albums à son actif, il a remporté de multiples récompenses, dont un César et 2 nominations aux Grammy Awards. Son talent lui permet de collaborer avec les plus grands, comme le producteur Mercer ou encore l'icône Quincy Jones aux États-Unis. Les plus grands artistes et réalisateurs font régulièrement appel à lui pour sublimer leurs œuvres. Sur scène, il enchante les foules avec des performances vibrantes et émouvantes. Français d'origine libanaise, il porte fièrement les couleurs de ces 2 pays et transforme son héritage en une véritable symphonie universelle. Musicien, compositeur, producteur, mentor, il est aussi papa de 3 enfants et nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Ibrahim Mahalouf, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, et si c'est pour être présenté comme ça fait plaisir. Ma première question, Ibrahim, c'est tu fais beaucoup de choses. Tu produis, tu composes, tu te produis sur scène, tu enseignes. C'est très impressionnant. J'aimerais savoir de quelle partie de ton parcours tu es le plus fier aujourd'hui. D'être papa de 3 enfants. Parce que c'est une chose que j'avais vraiment, vraiment envie de vivre quand j'étais jeune. J'aimais l'idée d'avoir une famille autour de moi. C'était une priorité, ça l'est toujours d'ailleurs. Et par extension, je dirais tout ce qui est lié à la transmission. Ouais. J'enseigne depuis l'âge de 17 ans, donc j'en ai 44 bientôt. Et je dirais que bon, quand tu es sur scène, que les gens t'applaudissent, évidemment c'est gratifiant, mais tu te dis bon, il y a un truc qui est pas normal. Dans la vie normale, il se passe pas ce genre de truc. Il y a pas une personne. Pourquoi on n'applaudit pas les chirurgiens quand ils réussissent une opération qui sauve la vie d'un enfant? Pourquoi on n'applaudit pas, je sais pas, un chauffeur de bus qui a fait 7 heures de route et qui a réussi à traverser toute l'Europe, faire en sorte que tout le monde soit safe? Pourquoi on applaudit? Je dirais, des fois on applaudit les pilotes d'avion d'ailleurs, c'est marrant. Mais ouais, ça se fait encore parfois. Ça se fait encore parfois. J'y pense parce que hier, je suis revenu de Serbie et ils ont applaudi à la fin. C'est vrai? Wow, ça se fait pas beaucoup ça. Mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de, je sais pas moi, un chef cuisinier quand il sort de la cuisine avec ta mangé mais magnifiquement bien, pourquoi on l'applaudit pas? Enfin, je trouve qu'il y a un truc qui est pas normal chez les musiciens, les artistes. On monte sur scène et les gens font ce bruit là et qui est censé être quelque chose de gratifiant, etc. J'ai jamais vraiment pu l'accepter en me disant c'est normal. Ça, c'est un truc qui me semble pas tout à fait normal, mais j'accepte parce que c'est une convention. Et que c'est comme ça que ça se passe. Mais ça me donne pas le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien. Je me dis simplement, bon, ben voilà, j'ai cette chance incroyable de gens qui m'applaudissent, mais vraiment, la partie la plus gratifiante, c'est de sentir, par exemple, que 20 ans plus tard, j'ai des jeunes qui viennent me voir, qui me disent « Ah là là, moi j'avais... maintenant ils ont 30 ans, 35 ans et qui me disent ah là, moi j'avais 8 ans, j'avais 12 ans, j'avais 14 ans, j'écoutais votre musique avec mon père, avec ma mère, j'ai appris à jouer de la flûte, de la trompette, je sais pas quoi et j'ai adoré vos musiques, elles m'accompagnent depuis 15 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans. Là je me dis ok, là j'ai peut-être servi à quelque chose. Ou mes élèves qui grandissent et que je vois aujourd'hui dans des écoles d'ingénieurs, etc., qui de temps en temps sortent la trompette et jouent et me disent voilà, heureusement que j'ai la trompette, ça me fait vraiment du bien de souffler dedans de temps en temps. Voilà, ça c'est un truc que je trouve hyper gratifiant. Ça, c'est la partie que je préfère dans toute ma vie. C'est ce qui te donne l'impression d'être utile, c'est ça? La transmission et l'enseignement? Oui, de sentir que j'ai servi à quelque chose. Parce que quand tu es sur scène ou quand tu fais des albums, tu te sers toi-même. Enfin, après, que les gens aiment, ça c'est un cadeau du ciel, que les gens aiment. Mais moi, je le fais pour moi.
Je sais que ça peut paraître bizarre. Peut-être des gens vont dire, oh là là, c'est égoïste. Ben oui, mais Freud détestait les artistes parce qu'il disait qu'ils étaient trop centrés sur leur ego. Oui, ben moi, quand je fais un album, je le fais pour moi parce qu'il me fait du bien. Là, je sors l'album Trumpets of Michel-Ange. Moi, ça me donne de la joie. Ça me fait vraiment physiquement du bien de cet album quand je l'écoute. Donc, je le fais pour moi. Donc, l'enseignement, c'est ce que je fais pour les autres. Et là, il y a quelque chose de vraiment gratifiant. Et tu me dis donc la partie dont tu es le plus fier aujourd'hui, c'est d'être papa, d'avoir fondé ta propre famille. Qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu es devenu papa et qui t'a étonné? Bonne question. Alors, il y a plusieurs choses. C'est que il y a être papa et il y a les conséquences que ça a d'être papa, c'est-à-dire d'un seul coup de plus avoir de temps pour faire les autres trucs qu'on aime bien faire. Même si tu fais encore beaucoup de choses. Hein. Alors, je les fais encore, mais bon, je suis bien entouré. Et j'ai une femme extraordinaire et une famille géniale. Et voilà, mais je dirais que ce que j'ai appris, c'est à être beaucoup plus efficace en étant papa. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu sais pas pourquoi, mais tu arrives à avoir le temps de faire tous les trucs que tu as envie de faire de manière hyper efficace, beaucoup plus rapidement que ce que tu faisais avant. Donc j'ai appris sur moi que finalement, on se challenge systématiquement, constamment, et qu'en réalité, on a beaucoup de choses à apprendre tout le temps. Et quand on a sa propre famille, est-ce que ça n'ajoute pas une sorte de pression aussi un petit peu dans ce qu'on fait? C'est quelque chose que tu as ressenti, toi? Si, ça ajoute un peu de la pression, mais en tout cas, moi, j'essaie de toujours tourner tout ce qui se passe dans ma vie du bon côté. Et je sais que parfois, les gens voient la contrainte d'avoir le fait d'avoir à s'occuper en plus des enfants par rapport à ce qu'on a à faire. Et moi, j'ai plus vu ça un peu comme je viens de répondre d'ailleurs dans la question d'avant, c'est-à-dire comme étant un challenge en mode, OK, alors comment je vais pouvoir maintenant faire pour faire ça beaucoup plus vite, pour faire ce que j'ai à faire, mais de manière beaucoup plus efficace, pour pouvoir ensuite aussi passer du temps avec mes enfants et les voir grandir. Donc, alors c'est pas toujours facile, hein, je dis pas que j'y arrive tout le temps, des fois c'est un peu galère, mais... Ouais, t'as vu ça vraiment comme un projet. Ouais, comme un challenge de la vie. Comme un challenge, ouais, mais un peu comme tout ce qui arrive dans la vie, même les mauvaises choses. Moi, j'ai toujours appris à me méfier. Quand, par exemple, il y avait des très, très belles choses qui m'arrivent, je fais doucement, doucement, doucement. Pourquoi est-ce que ça m'arrive maintenant? Pourquoi est-ce que je rencontre Quincy Jones ce soir? Pourquoi est-ce que là, je gagne tel prix? Pourquoi? Je me dis toujours, calme-toi. Il doit y avoir un truc. Il faut essayer de comprendre d'où ça vient, pourquoi. Voilà, c'est pas acquis. Les cadeaux de la vie, c'est pas un truc acquis. Hop, j'ai bossé, donc je le mérite. Non. Il s'est passé certainement d'autres choses. Il y a certainement des gens qui sont intervenus pour t'encourager. Il y a certainement des choses qui sont passées, qui ont fait que les étoiles sont alignées. Et à l'inverse, quand il se passe des choses pas bien, j'ai aussi un truc qui me fait sentir, OK, tranquille, t'inquiète pas. Ça va s'arranger, tu vas trouver des solutions, tu vas essayer de savoir pourquoi c'est arrivé déjà pour commencer, etc. etc. Donc, tout est vécu, en tout cas, c'est comme ça que je le vis, je vis tout comme des challenges, en fait. Et justement, est-ce qu'il y a un échec qui a été finalement pour toi une vraie bénédiction? Il y en a plein. J'imagine. Il y en a plein. Avec le parcours que tu as, oui, tu as dû rencontrer des échecs, évidemment. Ah non, moi, j'ai même construit ma vie sur les échecs. C'est vrai? Ah ouais, mais tout. Des fois, c'est pour ça que je dis que c'est intéressant quand tu racontes l'histoire, tu peux la raconter de deux manières différentes. Tu sais, c'est comme quand les gens dans la vie, pardon, hein, je sors un peu du truc, mais c'est un sujet qui m'intéresse. C'est un peu comme quand des fois, tu as des gens qui arrivent et qui disent, oh là là, mais j'ai couru comme un malade, j'ai raté mon bus, après j'ai dû descendre, j'ai pris le métro, j'ai galéré parce que je me suis trompé de station, et je suis arrivé, j'avais un quart d'heure de retard, mais c'était une catastrophe, quelle galère. Et t'as quelqu'un d'autre qui vit exactement le même truc, qui dit « Oh, tu sais pas ce qui m'est arrivé, putain, j'ai couru comme un fou, j'ai raté mon bus, après j'ai dû descendre dans un métro, je me suis trompé carrément, je suis arrivé avec un quart d'heure de retard, mais c'était n'importe quoi, mais c'est fou, quoi, j'ai couru comme un fou. » Ouais, c'est le mindset qui change. Voilà, t'as deux manières de raconter l'histoire. T'as celui qui se plaint et qui pense qu'il est un peu une victime finalement de tout ça et qui en a marre. Et puis t'as l'autre qui disait « Bon, bah voilà, c'était pas facile, mais je m'en suis sorti. » Il y a deux choses. Dans aucun des cas, les gens sont contents. Mais il y en a un qui le vit un peu mieux que l'autre. C'est ça. Et ben moi, je vis ma vie et toutes les contradictions et les contraintes et les problèmes et les interdictions et les échecs surtout
comme des opportunités. Et c'est pas qu'une philosophie, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Ça te vient d'où, ça? De ton éducation? Ouais. De ta résilience libanaise? Non, je pense que peut-être que mon père et ma mère ont cette résilience libanaise, mais ça vient de l'éducation, je pense vraiment. Moi, je me souviens, pareil, hein, j'en parle pas souvent, mais je me souviens de lorsque j'étais... mes parents m'ont mis dans une école privée quand j'étais petit, une école catholique privée, parce que c'était une école qui était tenue par des sœurs libanaises. Et ça s'est très, très mal passé. Très, très, très mal passé. Et j'avais dit à l'époque à mes parents, je veux plus aller à l'école. Et immédiatement, ma mère, au lieu de m'obliger à être dans cette école et que d'un seul coup, je devienne encore plus victime de ce qui m'arrivait, j'étais pas content. Je me rappelle une fois, j'étais arrivé à la maison, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Mon père me dit, mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, il y a un garçon qui m'a dit ça à l'arabe. Il m'a regardé, il m'a engueulé. Il m'a dit, quoi? Et tu pleures pour ça? Etc. Il m'a engueulé, quoi. Il m'a pourri. Moi, j'étais là, mais c'est moi la victime, là, dans l'histoire. Et d'un seul coup, il y a un truc qui s'est renforcé. Et ça a été un peu comme ça tout le temps. Quand ma mère elle m'a vu arriver en disant, je veux plus aller dans cette école, elle m'a pas dit, non, tu vas y aller quand même. Elle m'a dit, bah, tu sais quoi? On va changer d'école. Voilà. Et tu vas voir, ça va être encore mieux. J'ai changé d'école, ça s'est passé 1000 fois mieux. Et systématiquement, c'était comme ça. Et ça va même jusqu'aujourd'hui, pendant toutes les contraintes. Je me rappelle quand j'avais 19-20 ans et que j'allais voir toutes les maisons de disques en frappant à leur porte, en leur montrant mon petit enregistrement dont j'étais hyper fier. Et toutes les maisons de disques, toutes systématiquement, sans honte, me disaient, écoute, ta musique, elle ressemble à rien, mais bravo, parce que ça a l'air pas mal, mais ça sera pas pour nous. Tu ressentais quoi, toi, à ce moment-là? Ça doit être compliqué quand même, c'est dur de recevoir ce genre de commentaires. Mais moi, déjà, je voulais faire de la musique de film et je connaissais personne. Je connaissais pas le monde du cinéma, je connaissais pas de réalisateur ou de producteur et tout. Donc déjà, pour moi, j'étais déjà dans un échec. Parce que déjà, aller voir les maisons de disques, pour moi, c'était mon plan B. Moi, je voulais que ces musiques, elles sortent comme une musique de film. Je voulais que des réalisateurs les écoutent, s'y intéressent, etc. Et déjà, j'étais dans l'échec. Et là, d'un seul coup, je me prends encore un autre échec et que toutes les maisons de disques me disent, mais non, mais de toute façon, ça ressemble à rien. On sait même pas ce que c'est. C'est pas de la pop, c'est pas du jazz, c'est pas de la musique classique, c'est même pas de la musique arabe. Tu t'appelles Ibrahim, au moins mets des darboukas, fais un truc. Et moi, je me disais, mais c'est fou parce que je vais jamais y arriver, quoi. Ni la musique de film, ni et ça a été comme ça systématiquement. Et donc, encore une fois, je me positionne pas du tout comme une victime. Justement, je le dis, je le suis pas du tout. Et j'ai toujours construit ma vie sur tous ces échecs-là. Et j'en ai plein à raconter. On pourrait faire une émission, un podcast de 4 heures que pour parler de tous mes échecs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand tu recevais ce genre de refus. C'est hyper difficile à encaisser, surtout que c'était ta passion. Tu avais justement cet objectif de percer dans la musique. Tu fais quoi le jour d'après? Comment tu te relèves de ça, en fait? C'est pour ça que je dis, comment tu trouves la force d'avancer? Mais c'était pas si difficile à accepter, en fait. C'était pas si difficile. Ça aurait été difficile si si je m'étais un peu apitoyé là-dessus, quoi, sur mon sort, en me disant, toi, c'est next, allez, la prochaine maison de disques. Parlais même pas, j'en parlais à personne. Ah oui. On me disait non, je fais très bien, ok, merci, au revoir. Je partais. Et ils ont tous dit non. Je fais ok, très bien, je vais trouver une autre solution. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? J'étais pas du tout dans le côté merde, j'en ai marre, il y a aucune maison de disques qui veut ma musique. Au contraire, ça a construit chez moi l'idée qu'il fallait pas que j'attende que quelqu'un d'autre me rende heureux. Ça a construit chez moi l'idée que non, mais en fait c'est entre mes mains tout ça. Pourquoi je devrais attendre qu'un producteur me dise tiens Malouf, c'est pas mal ce que tu fais. Non, je vais me débrouiller tout ça, j'ai besoin de personne. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai monté mon label, c'est comme ça que j'ai produit mes concerts, enfin genre tout en fait. C'est une véritable force, hein. Moi je me rends pas trop compte sincèrement parce que je connais pas l'autre monde. Il y a peu de personnes qui ont ce mindset, cette force d'esprit, de se dire allez, surtout qu'on n'est pas dans une société justement qui encourage l'échec, qui voit l'échec comme quelque chose de positif. Mais j'ai quand même une très très grande assurance. Ouais. C'est-à-dire alors attention, je suis pas égocentrique, je suis pas prétentieux. Au contraire, je pense que avoir confiance en soi, c'est tout sauf être prétentieux. Quelque chose de bien. Ouais. Voilà, j'ai confiance. Attention, quand je dis que j'ai confiance, faut pas l'interpréter. Enfin, c'est des gens qui nous écoutent, mais je veux pas qu'ils interprètent ça bizarrement. C'est pas de l'arrogance. C'est pas une manière de dire je suis mieux que les autres. Pas du tout. Au contraire, moi, j'ai toujours dit d'ailleurs que dans ma classe au Conservatoire de Paris, il y avait des trompettistes qui étaient 1000 fois mieux que moi d'ailleurs. Mais vraiment 1000 fois mieux que moi, et qui jouaient mais superbement bien là. Et qui font des carrières incroyables d'ailleurs aussi. Mais t'as confiance en toi, en tes capacités. Ouais, c'est pas parce que je suis moins bien que les autres que je suis mauvais. Et c'est pas parce que je suis assez doué dans certains trucs que je fais que je suis meilleur que les autres. C'est juste savoir où on est. Avoir confiance, pour moi, c'est savoir où on est.
C'est savoir comment se placer par rapport aux autres. Ouais, ouais. C'est pas être arrogant ou sentir qu'on est meilleur. D'ailleurs, je sais pas, enfin, on vit dans une société où il faut absolument mettre les gens dans des boîtes et les classer. Donc, ou tu es une star, ou tu es une anti-star. Ou tu as du succès, ou ça marche pas pour toi. Ouais, ouais. Ou tu es connu, ou tu n'es pas connu. Il n'y a pas entre les deux. Ouais. D'ailleurs, moi, par exemple, je vois parfois des musiciens ou des chanteurs ou des chanteuses arriver qui connaissent encore pas grand monde, etc. Puis d'un seul coup, ils ont un titre qui cartonne. Tu leur envoies un SMS ou un WhatsApp ou tu les appelles, ils sont plus joignables. Il n'y a plus personne. Et moi, je donne souvent cet exemple. Je dis, mais parce que je leur dis, pourquoi vous prenez, quoi, arrêtez. Et moi, je donne souvent cet exemple. Je dis, Quincy Jones, il répond au téléphone. Moi, Sting, je lui envoie un mail. 1 heure après, il m'a répondu. Sting. Donc, ça remet les choses en place. Totalement. Voilà, tu recentres, tu fais OK. Sting, certainement une des 10 plus grosses stars de la chanson dans l'histoire de ces 50 dernières années, il répond au mail. Ouais. Il répond. Voilà. Donc, tu vois, donc, voilà, c'est cette manière de gérer ta vie, savoir où tu es, savoir où est ta place. Tu vois, de ne pas couper la parole aux gens, mais de ne pas rester forcément derrière et de ne pas être entendu. Juste au bon moment, tu lèves la main, tu parles, etc. Mais j'aime ça, c'est avoir de la confiance. De se dire, avoir confiance, c'est savoir où est ta place. Oui. J'aime beaucoup ça. Ouais. Parce que justement, dans notre société, on a l'impression que c'est être le meilleur, le number one, être au-dessus des autres. Ah ouais, moi, vraiment, j'avoue que j'ai un peu... J'ai du mal avec ça. Ouais, moi, j'ai du mal aussi avec ça. J'ai du mal avec ce truc-là. Mais c'est pas forcément les artistes ou les gens qui sont responsables de ça. C'est aussi ce qu'on leur met dans leur tête. C'est ce qu'on leur dit. Oui, bien sûr. C'est l'entourage, ouais, le staff, les producteurs, l'industrie. L'industrie, tout à fait. L'industrie. Et moi, je fais souvent cette comparaison avec l'école, parce qu'on parle d'éducation un peu ici. Je fais cette comparaison avec l'école. À l'école, rappelez-vous, le but, c'était d'être dans le classement. Enfin, moi, en tout cas, je me rappelle, t'es combienième? T'es 7e, t'es 6e? J'ai vécu la même chose. Alors moi, j'étais toujours dans le top classement. Le problème, c'est que ça crée beaucoup de frustration dans la classe, beaucoup de tension. Il y avait vraiment des bagarres entre les élèves, quoi. En tout cas, il y avait des tensions, de la jalousie, des choses comme ça. Or, en fait... ça crée quelque chose de malsain. Alors moi, je trouve que ça crée quelque chose de malsain. Et pourtant, j'ai été un peu dans ce truc-là, moi, pendant longtemps, dans le milieu de la musique classique. Je suis tombé dans ce piège-là. C'est-à-dire que mon père m'a préparé aux études supérieures musicales. Et donc, j'étais prêt pour entrer au Conservatoire de Paris. J'avais le niveau, très tôt déjà, quand j'étais gosse, pour entrer au Conservatoire. Donc, je suis rentré au Conservatoire. Le problème du Conservatoire, c'est que c'est un concours. C'est pas un examen. Enfin, c'est pas un problème. C'est le principe de l'élitisme. Enfin, je déteste ce mot, mais c'est vrai. Enfin, quelque part, c'est un peu ça. Et donc, pour entrer au Conservatoire de Paris, il fallait être un des 4 premiers, puisqu'il n'y avait que 4 places cette année-là. D'accord. Des fois, il y en a 3, des fois, il y en a 8. Voilà. Là, il y en avait 4. Donc, il fallait absolument que je sois le meilleur. J'arrive, j'étais premier nommé. Donc, je suis arrivé premier sur les, je ne sais plus combien, 40 ou 50 qui avaient passé le concours. J'ai goûté comme on goûte au casino à la première victoire. Et là, je suis tombé dans le piège de me dire, mais moi, si je joue, je gagne. Ouais. Voilà. Et là, j'étais un peu arrogant pendant quelques années. Là, ça a été un peu arrogant. C'est pour ça que quand tu es dans l'ombre, c'est pas bien. Quand tu es arrogant et que tu vas absolument être tout le temps le meilleur et le premier, c'est pas bien non plus. La frontière, c'est quand on est dans l'ombre et qu'on passe à la lumière. Ouais. C'est là où il faut faire attention. C'est au milieu. Ouais. C'est au milieu. Et j'ai trouvé cet équilibre-là. J'ai mis 5-6 ans et je me souviens très très bien. Ah oui, quand même. 5-6 ans. Ouais, entre l'âge de 17-18 ans où j'ai goûté à ce premier concours. T'étais jeune. J'étais jeune. Et puis surtout, voilà, mon père qui me disait, il faut absolument que tu rentres au Conservatoire de Paris. Si tu rentres pas au Conservatoire de Paris à l'âge où moi j'ai découvert... Si t'es pas diplômé du Conservatoire de Paris à l'âge où moi j'ai découvert ce qu'était une trompette, c'est-à-dire ça a 22 ans pour lui, c'est que t'as raté ta vie. Il me disait ça, il me foutait la pression de fou. Donc du coup, c'est vrai que j'étais dans un truc de, il faut absolument que je gagne, il faut absolument que j'arrive devant. Et j'ai fait le tour de cette question. Vers l'âge de 23 ans, j'ai fait mon dernier concours. Je me rappelle, c'était pas loin d'ici, Théâtre du Châtelet. Mon dernier concours, c'était le concours international Maurice André. Et là, j'ai fait, OK, ça y est. J'ai mis la trompette dans la boîte, j'ai fermé la boîte, j'ai fait, maintenant, j'arrête la trompette. Je veux plus de ça. C'est pas la vie que je veux. C'est pas ça ma vie. Forcément être le premier, gagner, faire échouer les autres, du coup. Parce que pour être le premier, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui vont perdre. Ça me ressemble pas. C'est pas comme ça que je vois ma vie. Pour moi, la musique, c'est pas un concours. C'est d'être une passion, etc. Et c'est plus tard que j'ai ressorti la trompette et que je me suis amusé un peu avec.
Ce que tu nous dis, c'est hyper intéressant parce que vraiment, en fait, on se rend compte à quel point les moments de la jeunesse, de notre éducation, nous forgent en tant qu'adultes. Et ça peut vraiment avoir des répercussions pour toute la vie, en fait. Mais tellement. Je prends conscience déjà de l'éducation que t'ont donnée tes parents. Ça joue énormément. Il me semble que ce sont des artistes, hein, puisque ton papa est trompettiste et ta maman fait du piano aussi, c'est ça? Ma mère est pianiste, ouais, diplômée du conservatoire de l'École normale de Paris. Et j'imagine que quand on a des parents artistes aussi, on a une éducation différente des autres. Bah, artistique, en tout cas, clairement. Et le fait aussi de t'accompagner dans ce que tu veux, ils comprennent peut-être un peu mieux ton côté un peu plus artiste, justement. Qui rentre pas dans les cases, tu vois. Il y a quelques années, il y a pas très longtemps, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Petite philosophie de l'improvisation. Et je raconte comment l'éducation entre mon père et ma mère était très, 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 très différentes l'une de l'autre, mais qu'elles étaient compatibles. Et qu'elles n'étaient pas forcément que compatibles, qu'elles étaient même quelque part... que l'un sans l'autre, ça aurait été compliqué quand même. Ton papa très exigeant, j'ai l'impression. Très exigeant, très rigoureux, pas de place à l'erreur. Et ta maman un peu plus dans l'accompagnement, dans l'écoute. Ma mère plus dans l'idée, amuse-toi. Amuse-toi avec le piano, invente des trucs, vas-y, je te laisse tranquille. Effectivement, la combinaison des deux, c'est génial. Et c'est la combinaison des deux qui était bien, ouais. Et j'avoue que c'est un peu pour ça, finalement, que j'ai quand même fini par aimer la musique. Et que j'en ai fait mon métier. C'est-à-dire que la liberté que j'avais d'un côté, c'est ce qui m'a fait aimer. La rigueur que j'ai eue de l'autre, c'est ce qui m'a fait devenir professionnel. Ouais. C'est cette combinaison des deux qui était le bon cocktail. J'imagine qu'ils te prenaient pas trop la tête pour les notes à l'école, du coup. Si, un peu quand même. Si, quand même. Ouais. Si. J'ai oublié, ils sont libanais. Bien sûr que l'école, c'est important. Ouais, si. Il y avait quand même le truc qu'il fallait que le bulletin soit bon. Mais je pense que très vite, j'ai jamais parlé avec eux de ce sujet-là, parce que je le vis maintenant, moi, avec mes enfants, et je me rends compte que j'aurais peut-être dû en parler avec eux. Mais je crois qu'en fait, ils n'ont jamais vraiment mis des mots dessus, mais que quelque part, ils s'en foutaient un peu. Mais qu'il fallait pas que ça se voie. Il fallait pas que ça se voie, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. C'est comment Enfin, ils en prennent conscience à un moment donné. Ouais. Oui, c'est ça. Mais moi, par exemple, avec ma fille, j'espère qu'elle tombera pas dessus, mais tant pis, je vais te dire. Mais vraiment, je m'en fous de ses notes. Ce que je veux, c'est que ma fille soit épanouie. Mais c'est un truc que je peux pas lui dire. Au contraire, je lui dis, t'as eu comment? C'est quoi? Pourquoi t'as pas une bonne note là? Mais qu'est-ce que t'as fait? Tu vas faire des cours en plus. Mais pourquoi tu lui dis pas? Pourquoi tu penses que c'est quelque chose que tu peux pas lui dire? Parce que son cerveau, elle a 14 ans, ma fille, son cerveau, il est pas prêt à comprendre ce qu'on est en train de se dire maintenant. Elle va analyser ça comme étant mais du coup, je peux faire ce que je veux, c'est pas grave, et hop là, c'est fini, wouh, c'est la fête. Elle a pas la maturité de comprendre que quand je dis on s'en fout, ça veut pas dire qu'il faut pas bosser en fait. Tu vois? On s'en fout, mais il faut le faire. C'est bizarre. Surtout à 14 ans. Hein. Quand on entend on s'en fout, bah super, je vais aller sur TikTok. Mon père, il s'en fout, c'est bon, TikTok, chips, et on est devant la télé. Mais non, évidemment. Ouais. Cette confiance en toi que tu as, comment tu fais pour la transmettre à tes enfants? Parce que je trouve que c'est quelque chose de compliqué. T'as envie que tes enfants aussi aient confiance en eux. Ouais, bien sûr. Dans la vie quotidienne, comment ça se traduit? Alors attention, hein, des fois, les gens, quand ils nous voient parler, ils pensent qu'on a la science infuse. Je ne sais pas du tout si c'est les bons choix que évidemment, je fais. Bien sûr, c'est ton expérience personnelle. C'est mon expérience. Mon expérience me pousse à leur donner cette confiance en les entourant un maximum de présence et d'amour. C'est-à-dire, dès qu'il y a une inquiétude, une angoisse, quelque chose, attends, t'inquiète pas, je suis là, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi le problème? Regarde, je vais t'aider à le faire. Et de ne pas faire à leur place, mais de leur montrer qu'ils sont eux capables de le faire. D'accord. Je trouve que la plus grosse erreur qu'on peut faire avec nos enfants, c'est de faire à leur place en pensant qu'on les aide. Ouais. Ça, c'est vraiment la grosse erreur. Et les Libanais, souvent, c'est ce qu'on fait avec nos enfants. On le fait alors, si toi, je te prépare à manger. Si toi, t'inquiète pas, je mettrai moi la vaisselle. Va dans ta chambre tranquillement, amuse-toi. Va avec tes amis. Alors que toi, tu veux qu'ils soient autonomes. Mais oui, bien sûr. Mais c'est l'autonomie qui va faire qu'ils vont devenir, qu'ils vont avoir conscience de chaque chose. Je pense que les parents, parfois, ne sont pas structurés. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à gérer la poussette avec le call qu'ils sont censés faire, alors qu'il suffirait de structurer, c'est-à-dire d'appeler la personne, de lui dire, écoute, là, je suis avec mes enfants. Exactement. Je regarde mon planning, je t'envoie un message dans 1 heure pour te dire à quel moment on peut se parler. Et les gens sont stressés, ils ont peur de perdre leur emploi, peur de perdre une opportunité, etc. Alors que quand tu es structuré et que tout est bien zen et bien construit, en général, tu gères plutôt bien les choses et donc tu passes du bon temps avec tes enfants. Et quand tu bosses vraiment. Parce que les gens qui sont avec leur téléphone, quand ils sont en train de faire la balade du petit, etc., c'est aussi les gens qui pensent à leur petit quand ils sont en train de bosser.
Ouais, c'est vrai, ouais. Et tu mélanges tout et t'es pas structuré. Comment toi, tu structures ta semaine, par exemple? Alors moi, j'ai un planning qui est extrêmement lourd parce que je fais plein de métiers différents. Donc musicien, producteur de disques, patron de label, hein, j'ai 12 employés à plein temps. J'ai en plus des musiciens et des ingé sons, etc. Je compose pour le cinéma, je réalise des albums pour d'autres, je donne des cours. Enfin, tu vois, tu fais des tonnes de choses. Il y a plein de choses très très différentes, voilà, qui font que j'ai intérêt à être extrêmement bien organisé. C'est pour ça que je te pose la question. Déjà les calendriers online, Ouais. ça aide quand même beaucoup, faut le dire. Non, je parle beaucoup en fait. Je parle beaucoup avec mes enfants. Je leur dis voilà, aujourd'hui papa il va partir 3 jours et je reviens 3 jours. Tu vois, aujourd'hui on est vendredi, donc je reviens samedi, dimanche, lundi. Lundi je suis ici, d'accord? Ok. Donc si je te parle pas entre maintenant et lundi, c'est pas très grave. Mais je vais quand même essayer de t'appeler demain soir. Mais si je peux... Donc je dis les choses. Comme ça, l'enfant, il t'écoute et faut pas croire. Il entend tout et il comprend tout. Parfois, il oublie, mais il comprend tout ce que tu dis. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, une fois que c'est bien dans le cerveau, je le répète encore pour que ça rentre bien. Et après, je me dis, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, je me concentre sur mon taf. Et voilà. Et quand je reviens, par contre, je reviens vraiment. C'est-à-dire, j'arrive, je pose tout, le téléphone, la trompette, tout. Personne me joint. Et là, tu deviens papa. Je redeviens le papa, etc. Puis, et c'est vrai aussi quand je donne des cours, ou c'est vrai aussi quand je suis sur scène, ou c'est vrai aussi quand... Mais des fois, c'est vrai que ça s'imbrique un peu, on fait avec, et c'est pas très grave. Voilà. Quelle est la chose en laquelle tu as cru pendant longtemps, dans tes jeunes années, et que tu as totalement oublié aujourd'hui, tu t'es totalement détaché de ça? Peut-être par désillusion, par déception, ou juste la réalité de la vie. Je trouve que la notion de déontologie dans le monde du journalisme, moi je viens d'un monde de journalistes, mon grand-père était journaliste, mon oncle Amine, avant d'être l'écrivain qu'il est, il a longtemps été journaliste. Dans ma famille, j'ai 2 cousins journalistes, un journaliste présentateur de télé, une tante qui était journaliste aussi. Enfin bref, j'ai beaucoup de journalistes autour de moi, dans ma famille. Et j'avais une très très haute idée de ce qu'était le métier de journaliste. Une haute estime du métier. Ouais, très très haute estime. Pour moi, le journaliste, c'était le passeur, comme le prof un peu. D'ailleurs, les profs aussi, j'étais souvent un peu déçu. Mais le journaliste, pour moi, c'était un peu au-dessus encore. C'était celui vraiment qui se renseigne pour toi, parce que tu n'as pas le temps de savoir. Et quand il va te donner des informations, voilà, il a fait son job. You can trust him. Voilà, confiance totale, etc. Et donc, après, comme tout le monde, hein, les premiers articles où tu dis, bon, c'est bizarre que dit ça, etc. Puis ensuite, de pire en pire. Évidemment, moi, j'ai connu aussi des périodes vraiment très, très compliquées. Et là, j'ai vraiment été très, très déçu. Mais à quel moment tu as vraiment eu cette désillusion? Il y a un moment particulier? Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu même pas mal. Mais je voudrais dire un truc, c'est que cette désillusion ne m'a pas empêché de continuer à croire que, pour l'instant, on n'avait pas beaucoup mieux. Parce que tu es optimiste. Parce que je suis optimiste, parce que je me dis c'est un challenge. Et aussi, c'est un peu comme le début de cette conversation, je me dis, bon, bah, si eux, je ne peux pas leur faire confiance, moi, je vais me faire confiance. Et quand je suis face à eux, je vais vraiment dire le maximum et avec le plus d'authenticité possible, le plus de choses qui puissent les convaincre que ce que je dis est sûr. Et on verra bien. Je challenge, encore une fois. Tu vois, et donc, plus la désillusion était grande vis-à-vis du monde du journalisme, et plus j'ai fait l'inverse que ce qu'on pourrait imaginer. Je me suis mis à accepter encore plus d'interviews et à en faire encore plus. En me disant, bah, si ça ne va pas dans un sens, ça va aller dans l'autre. D'accord. Est-ce que tu fais allusion peut-être aussi à ton procès, à ce qui s'est passé? J'imagine que ça devait être entre autres, mais vraiment voilà. Non, mais et entre autres, il y a l'histoire du procès, mais en vrai, il y en a beaucoup plus encore. Moi, je me rappelle du premier article sur un album. C'était mon 2e album. Et je me souviens qu'un média de jazz, qui est même pas lu du tout, enfin, j'ai peut-être 12 personnes qui ont lu l'article, parce que très peu de gens achètent les magazines de jazz. Et il avait écrit que mon album était grandiloquent. Je dis, mais à quel moment tu te dis que c'est une bonne idée d'écrire ça sur l'album de quelqu'un d'ambitieux? Ouais. J'avais envie de grands orchestres,
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toute la musique classique, c'est des gens qui sont grandiloquents. Parce que c'est très orchestral. Est-ce que ça veut dire que John Williams est grandiloquent? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, grandiloquent, en fait? Et donc, je me rappelle que ce mot m'avait blessé. C'est comme si on me disait, mais calme-toi un peu. Ouais. C'est comme si on m'avait dit ça. Et j'étais là, mais pour qui? C'est un peu condescendant. Ouais, ça fait... C'est un peu, c'est un peu, tu sais quoi, c'est un peu comme ses parents parfois, ou ses profs, quand ils voient un enfant qui est surexcité comme ça, que c'est super content de faire un truc, du oh ça va, calme-toi, hein, c'est bon. Casse son délire. Ouais, casse le délire du gars. Ouais. Je dis, mais à quel moment il s'est dit que c'était une bonne idée d'écrire ça? Et ça m'avait blessé à cette époque-là. Bon, ça c'est une des premières fois. Après, il y en a eu plein d'autres. Oui, en effet, le procès, c'est encore plus fou, parce que là, on n'est même plus dans l'art, on est dans un truc de monde judiciaire et compagnie. Et là, tu te dis, mais comment ça se fait que des spécialistes de la justice, dans des articles de presse très grand public, ne se déplacent pas pour voir le procès, puisque c'est ouvert, en fait. Et donc, ils vont en parler sur la base de trucs qu'on leur a dit, et c'est même pas des journalistes qui vont leur dire, donc ça va forcément être faux. Et c'est ce qui s'est passé, ça n'a pas manqué. Et en fait, ça a été un tissu de conneries, en fait. Donc, et donc, oui, ça, c'est sûr que ça joue aussi. Mais franchement, c'est pas que par rapport à ça, je dis ça. Vraiment. Bon, moi, je te rassure, je vais pas du tout faire la journaliste BFM TV. C'est pas mon style. Hein. Mais c'est vrai que j'aime bien apprendre des expériences des gens. Et je sais qu'il y a quelques années, toi, tu as eu une histoire hein, qui a fait la une des médias, mais tu as été totalement relaxé par la justice, donc on va pas du tout rentrer dans les détails de cette affaire, puisque voilà, c'est clos. Moi, ce que j'aimerais plutôt savoir, c'est qu'est-ce que cette épreuve t'a appris personnellement? Malgré moi, j'ai appris comment fonctionnait la justice et la police, déjà pour commencer. Parce que moi je vis dans un quand monde... on n'y a pas affaire au départ. Mais ouais, c'est comme les hôpitaux. Hein. Une fois que... quand tu sais pas comment ça se passe dans un hôpital, tu sais rien du tout. Puis une fois que tu rentres, tu comprends que les choses... Grosse claque. Grosse claque, voilà. C'est un peu la même chose. Et moi, en plus, je vis, maintenant plus maintenant d'ailleurs. Je vivais dans un monde de bisounours un peu. L'artistique, la peinture, ma tante qui est peintre, mon oncle qui est écrivain, on parle poésie à la maison, on parle musique, on écoute Kulthum, on écoute Miles Davis, et d'un seul coup, paf, tu te prends un truc, tu fais « Waouh, mais c'est quoi ce truc ?» Et donc j'ai appris comment fonctionnait la police, comment il fallait se comporter quand tu es devant des policiers, comment te protéger face à la police, parce que finalement la police, tu as l'impression qu'elle te protège, mais pas toujours. Elle te protège, oui, mais pas toujours, et moi j'en ai fait les frais. Comment te protéger contre un juge, comment répondre face à un juge qui est irrespectueux, comment faire face à un procureur qui te fait une remarque raciste devant tout le monde et au nom de l'État. J'ai appris la dureté du monde dans lequel on est. Je l'ai appris à mes dépens et par des coups très violents sur le psychologique. Je m'en sors plutôt bien aujourd'hui. Je dis pas que je suis complètement indemne. J'ai encore des cicatrices, mais je veux dire par là que j'ai appris comment tout ça fonctionnait. J'ai appris également à quel point les journalistes, je reviens là-dessus, je suis désolé, mais à quel point les journalistes, même ceux qui sont censés connaître ce monde-là, ne le connaissent pas. Et c'est peut-être pas forcément toujours d'ailleurs de leur faute, hein, parce qu'on les branche comme c'est des pigistes souvent, ou alors c'est des gens qui viennent d'un autre monde, mais qu'on met là parce qu'il n'y a pas de place à tel endroit, etc., qui essaient d'apprendre. Ou alors parfois aussi des gens qui sont censés connaître, mais qui connaissent mal, ou qui font mal leur boulot. Oui. Moi, j'ai plein d'exemples hein, comme ça, de choses que les journalistes disent au grand public, et on se demande s'ils le font intentionnellement ou pas, et qui est un leurre monstrueux. Énorme. À travers cette expérience-là, est-ce que toi, tu penses qu'il y a quelque chose que tu aurais pu faire différemment? Ah ouais, tout. Avec le recul. Tout. Tout. Donc, t'as pas forcément bien géré la crise, c'est ça? Non, j'ai très très mal géré la crise. Ah oui. Ah oui, mais on n'est pas préparé non plus à ça. C'est vrai. Ah non, moi j'ai très très mal géré la crise. Personne ne m'a préparé ça. Personne m'avait dit un jour, prépare-toi, il y a quelqu'un qui va faire ça. La police va te... Et alors, qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment? Comment on se prépare à ça? Déjà... Alors... Grande question. D'abord, moi, ma première erreur, je sais que je m'en suis pris plein la gueule pour l'avoir dit, mais je le redis, c'est d'avoir été trop gentil avec une ado qui était venue faire un stage dans mon label et qui m'envoyait, après le stage, des messages
Et au lieu de lui dire, écoute, j'appelle tes parents tout de suite là parce que ce que tu es en train de faire, ça se fait pas, j'étais un peu trop gentil. Je lui répondais. J'aurais pas dû lui répondre. Je lui répondais. Et c'était tellement une connerie de lui répondre qu'à la fin, je l'ai envoyé chier, mais bien comme il faut. Et donc, déjà à la base, moi, j'ai pas fait de formation pour être prof. Et encore moins pour être directeur de stage. Donc, j'enseigne depuis longtemps, depuis l'âge de 17 ans. J'ai toujours eu plein d'enfants, plein d'ados. Des ados qui me parlaient parfois mal, je les remettais à leur place, des ados, etc. Et là, d'un seul coup, je savais pas, mais j'étais face à un enfant qui avait 14-15 ans, qui avait des problèmes psychologiques. Mais moi, ça m'est jamais arrivé, un enfant qui a des problèmes psy. J'avais jamais eu ce problème-là. Moi, j'ai toujours eu des enfants qui n'avaient pas de problème. Donc, même à l'époque où j'enseignais dans un collège, j'avais les ados qui me parlaient mal. Je fais « Oh, tais-toi, toi, tu vas là-bas ?» etc. Donc, j'ai toujours su me comporter avec les ados. Et là, j'ai pas su faire. Au début, j'étais un peu trop gentil parce que je me disais « Ouh là là, cette fille, la pauvre, je sais pas ce qu'elle a, mais là... » Et après, je me dis « Non, mais pour qui elle se prend ?» Et bam, j'ai été trop dur. Et donc, déjà là, j'ai fait une énorme connerie. Et ensuite, quand l'affaire est sortie, j'ai fait plein de bêtises. La première bêtise que j'ai faite, c'était déjà d'aller en garde à vue. D'abord, je ne savais pas que c'était une garde à vue, j'étais juste convoqué au commissariat. Et quand j'ai su que c'était une garde à vue, j'aurais dû appeler un avocat. Chose que tu n'as pas faite sur le moment. Mais non, mais je ne l'ai pas faite parce que le policier m'a dit vous voulez un avocat ? Je lui ai dit mais pourquoi faire ? Pourquoi faudrait que j'ai un avocat là maintenant ? Il me dit parce que si vous avez rien à vous reprocher, vous n'avez pas besoin, mais si vous avez quelque chose à vous reprocher, vaut mieux que vous ayez un avocat. Ah, forcément, le discours. Et moi, je lui dis non, je veux pas d'avocat. Mais moi, je lui dis non, je veux pas d'avocat. Mais j'étais beaucoup moins expérimenté que maintenant. Maintenant, je sais que c'est une connerie. En plus, c'est con parce que dans les films, on te le dit tout le temps. On te dit, même dans les séries policières. Ouais, si vous voulez un avocat, ne parlez pas parce que tout ce que vous direz sera retourné contre vous. Mais quand ça nous arrive dans la vraie vie... Mais dans la vraie vie, tu sais pas. Et en plus, moi, je savais même pas. En plus, quand je suis allé, j'avais deux options. Je me rappelle quand j'étais convoqué, j'étais avec mon guitariste François, j'ai reçu l'appel. Il me dit, mais t'as un problème avec la police ? Je fais, non, pas du tout. Et là, je pense à deux trucs. Le premier truc, c'est que je me dis, merde, je conduis avec un permis avec seulement 2 points. Et si ça se trouve, en fait, j'ai perdu mes 2 points et je suis convoqué parce que je roule sans permis et que ça a été visiblement, etc. Et je dis, putain, ça se trouve, c'est ça, merde, je roule sans permis, je vais me faire taper sur les doigts et tout. Et une fois que j'y suis, je comprends que c'est pas du tout ça. Et au début, ils me disent pas, j'ai fait 2 jours de garde à vue. Le premier jour, ils me disent pas vraiment ce qui se passe. Ils m'en parlent, mais au début, ils me posent plein de questions, mais je sais pas. Et comme moi, mon studio, il est à Ivry-sur-Seine, dans un endroit qui est pas hyper clean, je me suis dit, ça se trouve, il y a un truc de trafic de drogue autour de chez moi. Dont tu n'es pas au courant. Dont je suis pas au courant, et peut-être qu'ils pensent que je suis complice ou je sais pas quoi. Au début, je pense que c'est ça. Et c'est après qu'il me dit, vous êtes dans la brigade des mineurs. Et là, je fais, pardon. Voilà. Et donc là, c'est le truc. Premier conseil, toujours prendre un avocat. Prendre un avocat. Exactement. Parce qu'en plus, ce jour-là, moi, j'étais censé être dans mon studio avec on enregistrait à l'époque un album en hommage à Dalida. Et j'avais tous les musiciens de mon band à mon studio qui m'attendaient. Donc, ils sont arrivés, eux, à 10h du mat. Moi, j'étais en garde à vue depuis 8h30 ou 9h, je sais plus. Et je pensais que j'allais être libéré genre vers 10h30, 11h. Et en fait, ils m'ont gardé toute la journée. Et donc, moi, je savais pas à quelle heure j'allais sortir. Et donc, quand je sors le soir, je sais plus quelle heure il était, 20h ou 21h, je sais plus quelle heure il était, il me montre les procès-verbaux. Il me dit, vous voulez lire pour vérifier ? Je dis, ben non, je vais signer. Ah ouais. J'ai tous mes musiciens qui m'attendent au studio. Donc, il me les a montrés. J'ai même pas lu les procès-verbaux. Toi, t'étais dans une autre dimension, en fait. Mais j'ai rien compris. Ouais. J'étais complètement à côté de la plaque. Je savais même pas que ça pouvait aboutir à là où on en était. Puis le fait de garder longtemps aussi, c'est la pression psychologique, en fait. Ah, mais la garde à vue, t'es dans une petite cellule qui fait même pas un quart de cette chambre, qui sent la pisse. Et tu peux même pas t'asseoir vraiment parce que c'est sale comme pas possible. Et t'es debout et tu marches, tu fais les 100 pas pendant toute la journée. Donc, psychologiquement, déjà, ça t'atteint. Mais non, mais c'est hyper violent quand tu connais pas ce truc-là. Je sais qu'il y a des jeunes, des dealers, des machins qui ont l'habitude de ce truc-là. Mais moi, je vis pas dans ce monde-là. Moi, je suis trompettiste, je fais des concerts et je suis en studio toute ma vie à faire de la poésie. Donc, d'un seul coup, je me retrouve dans cet endroit qui est hyper hostile, en fait. Ouais. Et donc, je veux partir le plus vite possible et montre ces dossiers. Et je dis, je suis désolé, j'ai pas le temps. 6 heures d'interrogatoire. Donc, je dis, je suis désolé, j'ai pas le temps. J'ai tous mes musiciens qui m'attendent. Ils me disent, signez. Donc, je signe et je cours et je pars et j'arrive au studio et je vois que les gars, ils sont encore là et là, je leur raconte tout ce qui m'arrive. Mais c'est bien plus tard que je me rends compte qu'il n'y avait pas d'avocat pour vérifier les procès-verbaux. C'est ça. Et dans les procès-verbaux, il faut savoir un truc que très, très peu de gens connaissent. D'abord, c'est pas filmé, ce qui est quand même très bizarre parce qu'on est à la brigade des mineurs. C'est pas normal que ce soit pas filmé.
Ça, c'est d'ailleurs un des premiers trucs que si un jour je fais une asso pour ce genre de choses, je dirais, il faut que ça soit filmé. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas toutes les questions. Comment ça? Il n'y a pas toutes les questions. C'est-à-dire qu'en fait, comme ils n'ont pas le temps, en plus moi je parle vite, tu vois comment je parle. Donc il n'a pas le temps de noter, il fait faute d'orthographe partout. Et donc il est en train de noter sur son ordinateur les réponses. Donc il me pose une question, d'accord? Il me dit, est-ce que vous aimez les pizzas? Alors moi je dis, bah oui, j'aime les pizzas. Non, c'est pas ça, je te donne un exemple. Bien sûr. Oui, bien sûr, j'aime les pizzas. Donc il a écrit, est-ce que vous aimez les pizzas? Et vous préférez les salades ou les pâtes? Moi je dis, bah je préfère les pâtes. Il écrit, je préfère les pâtes. Mais il n'a pas écrit, vous préférez les salades ou les pâtes? D'accord. Donc il a écrit, j'aime les pizzas, mais je préfère les pâtes. Non. Mais le contexte est biaisé. Ça veut pas dire la même chose. Ouais. Moi, j'ai pas dit que je préférais les pâtes à la pizza. Je disais que je préférais les pâtes à la salade. Tu vois? Mais c'est que ça. Mais les gens se rendent pas compte. Ouais. Et si moi, j'avais un avocat à mes côtés qui avait lu le procès verbal, il aurait dit, non, mais attendez, c'est pas ça qu'il a dit. Il a pas du tout dit ça. Et il y a des choses que toi, tu as dites au moment qui t'ont causé du tort, en fait. Plein de trucs. Et c'est pour ça qu'on en est arrivé là, d'ailleurs. Parce qu'en fait, il y avait absolument rien contre moi, puisqu'il y avait aucune preuve de quoi que ce soit, puisqu'il s'est rien passé. Comment tu veux prouver qu'un truc n'est pas arrivé? C'est très très difficile. D'accord? Donc moi, au premier procès, je suis arrivé, on m'a dit de toute façon, Ibrahim, il faut savoir un truc, s'il n'y a pas de preuve, tu peux pas être condamné. Moi, je suis arrivé comme un con. Je me rappelle, j'ai dit à Iba, à mon épouse, j'ai dit de toute façon, il n'y a pas de preuve, donc qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Je suis allé comme ça, comme un idiot, et je me suis pris une condamnation. Et je savais pas qu'en fait, il fallait quand même que je trouve une solution pour me défendre. Et c'est face à ce genre d'incompréhension que tu apprends énormément de choses. Et donc, pour le procès en appel, j'ai trouvé les preuves. Donc, j'ai dû enquêter comme dans un film. D'ailleurs, un jour, ça pourrait faire l'objet d'un film vraiment à la Hollywood. J'ai dû enquêter pour prouver que c'était pas possible. De toute façon, si tu prends pas toi-même l'initiative de trouver des éléments qui vont t'innocenter, si tu fais pas toi-même ce travail, c'est pas la justice qui va le faire à ta place. Non, la justice ne le fait plus aujourd'hui. Et c'est même pas des fois les personnes de ton entourage non plus. Hein. Tu peux être aussi très surpris. Alors oui, c'est vrai. Moi j'étais plus quand même mon entourage proche. Pour faire une parenthèse là-dessus, mon entourage proche, ça a été vraiment un très très gros soutien. L'entourage plus extérieur, non. Évidemment, d'ailleurs, c'est assez bizarre. Hein, ça fait une sorte de... Ça crée un vertige un peu fou. Hein, parce que mais ça aussi, c'est violent. Physiquement, les gens qui sont proches, ils font ça. Et les gens qui sont là, ils font ça. Ça te fait un truc très, très bizarre. Tu fais, oh, il se passe quoi autour de moi? Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais par rapport à la manière de te défendre, en tout cas, c'est clair que la justice, aujourd'hui, ne te défend plus, même quand tu es innocent. Et surtout quand ça concerne des mineurs. Ce qui peut paraître... quelque part compréhensible, hein. Attention, je dis pas le contraire. Il y a eu tellement d'affaires en fait. Il y a eu tellement c'est pour ça. Exactement. Et puis il y a tellement d'erreurs, qu'il y a eu tellement de. Oui, c'est ça. Ils veulent protéger en fait les mineurs d'une certaine façon. Et je peux comprendre. Hein. Et on peut comprendre. Mais je peux complètement le comprendre. Mais parfois il y a des raccourcis qui sont faits. Alors moi, dans mon cas, il y en a eu beaucoup, des raccourcis. Il y en a eu énormément. Bon, on n'est pas là pour refaire le procès, hein, mais je veux dire, les gens ne me croient pas hein, quand je raconte ce qui s'est passé. Heureusement qu'il y a des témoins. Hein. Heureusement qu'il y a des témoins, des gens vraiment qui étaient présents, qui ont vu ce qui s'est passé au premier procès. C'est-à-dire que moi, quand le procureur, je sais même pas si j'ai le droit de le dire, mais tant pis, je le dis, parce que j'ai rien à cacher. Mais quand le procureur, à un moment donné, m'engueule, parce que la juge me disait, Monsieur Malouf, pourquoi la fille mentirait, pourquoi elle dirait que vous lui avez mis la main sur les fesses? Moi, je regardais la juge, je dis, mais Madame la juge, excusez-moi, mais j'en sais rien. Moi, je sais pas pourquoi elle ment, la fille. À l'époque, on savait pas qu'elle avait des troubles psy encore. Et après elle me reposait une question, elle me disait mais pourquoi elle raconterait des salades à ses copains et ses copines? Je dis mais excusez-moi madame la juge, mais j'en sais rien. Et à un moment donné, comme je disais souvent excusez-moi madame la juge, le procureur il se lève et il m'engueule comme ça, mais vraiment devant tout le monde. Et il me dit, il se lève et il me dit, Monsieur Malouf, vous n'êtes pas ici pour vous excuser. Est-ce que vous croyez qu'en vous excusant, votre peine va être diminuée? Et moi, je réfléchis 2 secondes comme ça. Je me dis, attends, mais il a mal compris. Je suis pas en train de m'excuser d'avoir fait un truc. Je suis en train de m'excuser d'avoir à dire à la juge que lorsqu'elle me demande pourquoi la fille a menti, je suis pas capable de lui répondre. Et je lui dis, attends. Ouais, et je lui dis, mais monsieur le procureur, je m'excuse pas d'avoir fait un truc. Je m'excuse d'avoir à dire que c'est faux. C'est une manière de m'exprimer. Et là, comme il m'a engueulé, moi, je suis un peu chauffé parce que je suis méditerranéen. Je dis, excusez-moi, monsieur, c'est mon éducation. C'est comme ça que j'ai été éduqué. Parce qu'en fait, ils ont l'habitude. D'ailleurs, avant nous, c'était que des délinquants rebeux, algériens, marocains, etc. Donc, pour lui, j'étais un délinquant comme un autre. Et donc, il me parlait mal
comme il parle à tous ces délinquants. Et je l'ai vu avoir des remarques comme ça avec les autres. Et comme à un moment donné, il me parle comme ça, il a vu que moi, j'étais peut-être un peu plus éduqué et que j'avais les mots pour lui répondre. Et ça l'a chauffé. Et quand je lui ai dit, excusez-moi, monsieur le procureur, mais c'est mon éducation. J'ai été éduqué comme ça. C'est comme ça qu'on m'a appris à parler. Et là, il m'a regardé comme ça. Il a tapé sur le dossier. Il a pris le dossier, comme ça. Il me l'a montré. Il m'a dit, je ne sais pas si c'est votre éducation, votre culture, monsieur. Mais devant tout le monde. Et ça passe crème. Devant tout le monde. Et c'est passé crème. C'est-à-dire que même moi, j'ai regardé mon avocate. Mon avocate, elle était comme ça. Je crois qu'elle n'avait jamais vu ça de sa vie. Et je me rappelle, j'ai demandé à mon avocat, je lui ai dit, mais il a le droit de dire ça? Bien sûr que non. Et elle m'a dit, comme ça. Et elle n'a pas répondu. Et encore une fois, là, on n'est pas prêt pour ce genre de truc, tu vois. C'est ça. On ne sait pas se battre contre ça. Si j'avais su, et si j'avais l'expérience d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais fait? C'est-à-dire ça, j'aurais regardé, je vous dis, vous devriez avoir honte de dire un truc pareil, monsieur. Vous êtes en train de parler au nom de la police, vous êtes procureur. Vous vous rendez compte des conséquences de ce que vous êtes en train de dire? Imaginez, moi, je vais à la presse et je le raconte là. Il se passe quoi dans la rue? J'aurais dû lui répondre ça. Et je l'ai pas dit. C'est quelque chose, j'ai l'impression, qui te reste quand même encore en travers de la gorge. Ah, mais c'est un truc de fou. Ça t'a vraiment marqué, ça. C'est à cause de ça que j'ai été condamné. Ouais. Ça t'a pas rendu fou après? La première fois, parce qu'après, je me suis défendu. Ça doit rendre fou quand même. Même ça t'atteint psychologiquement. Ça t'atteint psychologiquement, ça rend fou, tout ce que tu veux. Mais encore une fois, moi, j'ai été bien éduqué. Et j'ai pris ça pour un combat. Et j'ai mené mon combat, je me suis dit, je ne me laisserai pas faire, etc., etc., etc. Mais bref, tout ça pour dire qu'on n'est pas préparé à ce genre de situation, on apprend. Et si j'avais des choses à changer, eh ben, tu vois, tu m'as posé la question tout à l'heure, si j'avais des choses à changer, eh ben, c'est ça que j'aurais changé, par exemple. J'aurais répondu au procureur. Je lui aurais dit, vous n'avez pas le droit de dire ce que vous êtes en train de dire, en fait. Vous n'avez pas le droit. Voilà, tout simplement, vous n'avez pas le droit. J'aurais dit aux journalistes dans la salle, vous avez bien écouté, j'espère que vous allez écrire ce qu'il vient de dire. J'aurais dit ça. En fait, parce qu'au premier procès, il y avait 2 journalistes. Il y en a un des 2 derrière qui a écrit un truc, qui a dit que le procès était complètement à charge et de manière très déstabilisante et que même les gens dans l'audience étaient hyper déstabilisés par ce qui s'était passé, que la juge n'en avait rien à faire. Vous savez, je parlais à la juge. C'était un de ses derniers procès parce qu'elle partait à la retraite. Elle nous l'a dit d'ailleurs. De toute façon, moi, je pars à la retraite. Et elle me posait des questions. Et quand je répondais, elle faisait des messes basses avec des gens, avec la juge qui était à côté d'elle. Elle s'écrivait des petits mots, elle se les montrait, elle rigolait. Alors que j'étais en train de parler. Ça aussi, c'est un truc que j'aurais pas accepté. J'aurais dit, excusez-moi, madame la juge, je m'avais posé une question. J'aimerais bien que vous m'écoutiez. Parce que j'ai une réponse à votre question, en fait. Je l'aurais dit. Ils s'en foutent de ta vie, de qui t'es, de ce que tu as à dire. Ils s'en foutent complètement. Ils n'ont pas le temps, d'ailleurs. Ils n'ont pas le temps. En fait, tu es coupable à leurs yeux dès le départ, quoi. Tu pars de toute façon perdant. Tu pars de toute façon coupable, parce qu'ils n'ont pas le temps de juger pour savoir si c'est vrai ou pas. Et moi, ce qui s'est passé dans mon cas, c'est plein d'avocats qui m'ont dit ça après. Je leur ai dit, mais attendez, il y a un truc que je ne comprends pas. J'ai des juges face à moi. Ils sont quand même censés m'écouter. Ils sont quand même censés regarder le dossier. On a quand même amené des éléments quand même. Alors, ce n'était peut-être pas les preuves de mon innocence, parce qu'on ne pouvait pas les amener à ce moment-là. Mais il y avait quand même énormément de choses qui prouvaient que ce n'était pas possible. Et ces avocats m'ont répondu un truc. Ils m'ont dit, mais ils ont pas le temps, en fait. Et ce qu'elle s'est dit, cette juge, c'est qu'elle s'est dit, moi, Malouf, j'ai pas envie de me le coltiner toute ma vie. J'ai pas envie de savoir s'il est coupable ou s'il est innocent. Je vais mettre une petite peine symbolique. Parce que si tu as vraiment agressé une fille de 14 ans et que tu as vraiment fait ce qu'on me reproche d'avoir fait, t'as pas 4 mois avec sursis. Hein. Non, c'est une blague, 4 mois avec sursis. J'espère bien, d'ailleurs. Non, bah, on est tous d'accord. Tu as au minimum 14 ans ferme. Donc à mon sens, et c'est ce que m'ont dit tous les avocats, ils m'ont dit, elle a mis une peine symbolique, parce que si c'est vrai que tu l'as agressée, tu acceptes cette peine et tu t'en sors tranquille. Parce que si tu fais appel et qu'on prouve que tu es vraiment coupable, c'est 20 ans que tu peux te prendre. Donc, si c'est vrai, tu acceptes, mais du coup, tu es coupable quand même. Et si c'est pas vrai, bah, ça te pousse quand même à aller te défendre. C'est ça. Ça te pousse à aller te défendre. Et parce que c'est quand même une condamnation. Beaucoup de gens disent non, mais Ibrahim, il a été relaxé, ça ne veut pas dire qu'il est innocent. Ça, c'est la plus grosse connerie que tu puisses entendre. Pourquoi ? Parce que les gens ignorent, et d'ailleurs les journalistes, je leur en veux de ne pas le dire, les gens ignorent que des juges ne prononcent jamais l'innocence de quelqu'un. Ça n'existe pas. C'est pas le rôle du juge. Le juge, il dit jamais si quelqu'un est innocent ou pas innocent. Il dit s'il est coupable ou non coupable. Autrement dit, aux yeux de la justice, quand quelqu'un est relaxé et donc on dit qu'il est non coupable, ça veut dire qu'il est innocent. Mais ça, c'est beau. Bon, bref, ça fait partie
Des nombreux sujets qu'on pourrait aborder sur... Oh non, en tout cas, je te remercie pour ta franchise et aussi ta transparence. Moi, je voulais pas forcément qu'on en parle, hein, mais oui, comme tu m'ouvres moi là-dessus... non plus, je voulais pas qu'on parle des détails, mais je vois que c'est une expérience qui t'a beaucoup touché, bouleversé, ce qui est tout à fait normal. Ouais, mais jusqu'à présent, il y a encore des séquelles et on peut se rendre compte en fait que... Des cicatrices. Et dans la vie, on peut avoir une vie très paisible et d'un coup, on sait pas comment, il y a un truc de dingue qui se passe. Ouais, et surtout quand tu es un peu sur une estrade. Donc, il faut juste savoir se battre. Moi, c'est le conseil que je donne, hein, c'est toujours avoir un avocat. C'est ça, c'est savoir se battre et prendre un bon avocat. Ouais. Bah, avoir un bon avocat dans ces contacts, ça c'est... Ah bah oui, mais je parle de... Je parle aux ceux qui n'ont rien à se reprocher. Ceux qui ont des choses à leur reprocher, démerdez-vous. Démerdez-vous. Moi, je veux pas savoir. Mais je parle à ceux qui n'ont rien à se reprocher. Ouais. Ibrahim, qu'est-ce qui te préoccupe le plus dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui ? Ce qui me préoccupe le plus, c'est le... Bah, remarque, tu me diras que ça va un peu avec, mais bon. C'est le rapport entre la réalité et le virtuel. Je trouve que on s'en fout de plus en plus. De quoi ? De la différence entre le réel et le virtuel. Il y a un nivellement par le bas qui arrive à un tel niveau que qu'on se contente parfois même de rapports faux. Superficiel et on s'en fout. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les réseaux sociaux, par exemple. Beaucoup de mal. Mais tu t'en sers bien, c'est bien déjà. Ce qui est déjà pas mal. Il y en a qui ont du mal, mais qui n'arrivent pas du tout à s'en servir. C'est peut-être comme ça que j'arrive à m'en sortir. C'est que je m'en sers pour que ça serve ce que je fais. Donc, mes interviews, mes contenus, mes médias, quoi. Ouais. Donc, t'es un peu à contre-courant, mais tu te sers un peu du courant pour avancer. Mais j'aime pas, par exemple, partager ma vie privée. Et moi, je trouve que... J'en parlais avec Bounaïmin, un entretien très intéressant qu'on a fait ensemble. Et je trouve que de nos jours, à notre époque, c'est super dur d'être artiste. Parce que t'es obligé d'être sur les réseaux, ça fait partie du game. Ouais. Et puis après, tu sais pas trop quoi partager et quel contenu. Et je trouve que la limite, elle est toujours difficile. En fait, tu la franchis toujours un peu. Il y a une injonction à poster des trucs qui n'ont aucun sens. C'est ça. Et sur ta vie privée. Et sur ta vie privée. En particulier. Et même, par exemple, si t'es musicien, sur la musique... Mais il faut faire des trucs un peu débiles, parce que c'est ce qui marche. Les trends. Ouais. Tu dois faire des trends, et tout le monde te dit, mais c'est ça qui marche. Il faut le faire, parce que si tu le fais pas... Toi, il y a des gens qui te disent c'est ça qui marche. T'as des gens qui te conseillent pour des community managers, des consultants. Non, ceux qui me conseillent ça, ils me conseillent plus aujourd'hui. mais oui, c'est ce que plein de gens te disent. C'est-à-dire, tu dois t'adapter. Moi, je refuse de m'adapter, en fait. Je refuse parce que ça me correspond pas. Ça me va pas. Eh ben, on est deux. Ça me va pas. Non, moi, je m'adapte pas non plus. Par contre, de temps en temps, il y a des trucs qui m'amusent parce que le problème avec les gens comme nous, c'est qu'on nous reproche de vouloir toujours être tout le temps dans la profondeur des choses, etc., de pas avoir assez de légèreté. Moi, il y a des trucs qui m'amusent des fois, donc je le fais, mais parce que ça m'amuse vraiment. Mais c'est pas parce qu'on m'a demandé de le faire, ni parce que on m'a dit que c'est ça qu'il fallait faire. Je le fais, et du coup, on me dit « Mais non, mais c'est dommage, c'est pas maintenant, il fallait poster ça à 18h, parce qu'en fait, si tu le postes à minuit et demi, plus personne... » Je dis « Mais j'en ai rien à faire, je l'ai posté parce que ça m'amusait, pas parce que ça va devenir un trend. » Et voilà, et enfin, du coup, on s'amuse un peu avec, mais je pense que c'est bien de rester léger. C'est évidemment, ouais, c'est bien de rester léger. Voilà, c'est important de rester léger. Mais la vie de famille, la vie privée, ouais, ça par contre, ça pas touche. Pas touche, ouais. C'est hyper important d'avoir cette frontière-là. Ah ouais. Parfois, je vois des artistes vraiment qui sont exceptionnels, et quand je vois ce qu'ils commencent à partager sur les réseaux, je trouve que ça... Faut pas leur en vouloir. Je leur en veux pas. Tout le monde leur dit qu'il faut le faire. C'est ça. Tout le monde leur dit. Tout le monde leur dit qu'il faut le faire. Ouais, et ils ont peur de perdre leur audience. C'est la peur. C'est la peur qui les conduit à ça. Ah non, mais attends, mais la peur, c'est elle qui dirige tout aujourd'hui. Hein. Et justement, dans l'actualité, j'imagine que ce qui se passe au Liban t'interpelle. Oui, bien sûr. Justement, toi, plus que ça, même. Comment tu le ressens ? Comment ça t'impacte, toi, en tant que Libanais ? Déjà, ça fait quand même 1 an bientôt que ça va très 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 mal au Moyen-Orient. Mais là, je trouve que là, l'horreur dépasse tout entendement pour moi. C'est vrai. Là, je crois qu'on n'a jamais vu ça. Nos parents, je pense, n'ont jamais vu ça. Nos grands-parents même, je pense pas qu'ils aient vu ce qu'on est en train de voir. Je crois pas. Et moi, je suis très très pessimiste parce qu'à partir du moment où on a accepté ça, puisque c'est ce qui s'est passé, hein, on va pas se voiler la face, hein, ça a été accepté par tous les leaders du monde. Certains plus ou moins difficilement, mais
tout le monde a fermé les yeux, tout le monde a chié dans son froc, tout le monde a accepté le truc le pire qui puisse arriver en fait de nos jours. Tout le monde a fermé sa gueule. Et maintenant, le problème, c'est que ça s'est banalisé. Qu'est-ce qui garantit demain que la Chine, si la Chine décide de faire la guerre à l'Europe, ça peut arriver, qui nous garantit aujourd'hui que si la Chine bombarde la France pour des raisons politiques et que nos enfants, nous, on périsse sous les décombres de nos immeubles, dans l'indifférence générale, qui garantit aujourd'hui que quelqu'un va venir nous aider? Qui va s'indigner? Moi, sincèrement, depuis 1 an, je dors très mal. Je vis ça avec un sentiment de culpabilité monstrueux, même si je peux rien faire. Et je me dis qu'on a complètement pété les plombs d'accepter une chose pareille et qu'il aurait dû y avoir depuis très longtemps une armée européenne, américaine, en tout cas occidentale, qui intervienne sur ce terrain-là et qui arrête net le sang de couler. Et donc là, maintenant que ça arrive au Liban, je suis assez curieux de voir comment les gens vont réagir. Est-ce que le Liban va susciter la même indifférence? Est-ce que les Palestiniens, ils ont pas vraiment d'armée? On sait qu'il y a des milices armées, etc., que certains considèrent comme étant terroristes, d'autres résistants. Enfin, on connaît l'histoire, c'est très compliqué. Dans tous les cas, moi, quand on tue des gens, on est des terroristes. Donc pour moi, ils sont tous terroristes aujourd'hui. Voilà. Mais au Liban, le Liban est censé être l'ami de la France. Le Liban est censé être soutenu par les États-Unis aussi. Je regarde ça avec beaucoup d'attention. On se souvient d'Emmanuel Macron, ce qu'il a dit au Liban, quand il est allé à Beyrouth. C'est ça. Qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? Voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui puisqu'il se passe la même chose? Là, cette nuit, tu vois, moi j'arrive ici, je suis content de faire cette interview, mais cette nuit, il y a une 30aine de civils qui sont morts au Liban, dans le sud Liban. Bon, à quel moment en fait on commence à compter? Quand c'est arrivé à Gaza, 30, on a tous dit c'est beaucoup trop, 30. On est à plus de 45 000 morts, dont 17 000 enfants apparemment, et apparemment encore plus de gens qui ont disparu, on ne sait pas où ils sont. Je pense que il y a un truc qui tourne pas rond, et donc forcément je vis très 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 mal tout ça. Mais qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Je suis un des rares à avoir parlé, et les gens le savent. C'est vrai, ça c'est vrai. Les gens le savent. Je suis un des rares à avoir ouvert ma gueule et à avoir parlé et à avoir dit je suis désolé, mais moi terrorisme ou pas terrorisme, supernova ou supernova ou pas supernova, 7 octobre ou pas 7 octobre, je suis triste de ce qui s'est passé le 7 octobre. Je trouve ça immense, je trouve ça horrible, je trouve qu'il fallait condamner, il fallait que la communauté internationale évidemment condamne ça, mais je ne fermerai pas ma gueule pour autant, pour tout ce qui est en train de se passer et tous ces morts qui meurent parce qu'il y a des otages. Non, je ne suis pas d'accord, voilà, je suis pas d'accord. Et donc je l'ai dit, des enfants innocents qui meurent, on peut pas se taire en fait. Et c'est très très surprenant. Un jour, on fera le bilan de tout ça. Un jour, les gens vont faire le bilan. On va se regarder dans une glace. Et vous avez les enfants de ceux qui n'ont rien dit, qui vont regarder leurs parents, qui vont leur dire « Mais toi, t'étais au courant, en fait ?» Ibrahim, est-ce que ça coûte cher de prendre la parole sur ce sujet-là en tant qu'artiste, quand on est personnalité publique en France? Je m'en fous. Mais est-ce que ça coûte cher? Je m'en fous. Je l'ai même dit à Mouloud, moi. Qui me boycottent tous, je m'en fous, j'arrête la musique, je fais autre chose. Je l'ai toujours dit, hein, j'ai pas de problème avec ça. Est-ce que tu as reçu des messages, des commentaires, des appels, des pressions? Oui, je sais que par exemple, une grande entrepreneuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Huda Katan, qui est à Dubaï, elle a pris position dès le départ, elle, et dans les interviews, elle explique ce qu'elle reçoit comme pression et comme intimidation, c'est honteux. Pour autant, elle continue. Est-ce que toi, tu es dans Oui, mais je le dis pas parce que, encore une fois, c'est dans... J'aime pas me victimiser. À partir du moment... Je connais pas Ouda, c'est pas un reproche, mais à partir du moment où tu dis oui, je reçois des intimidations, je reçois des menaces, je reçois des appels de gens que je connais très bien qui me disent... Moi, si je commençais à vous raconter, je pourrirais la moitié de Paris, là. Mais si je commence à le dire... je passe pour une victime. Donc je joue pas à ça, j'en parle pas, je citerai pas de nom, je tomberai pas là-dedans. Sans citer de nom. Eux se connaissent. Sans citer de nom. Moi, je veux vraiment savoir quel genre de pression tu as pu recevoir. Ces gens-là auront honte. Parce que les gens s'en rendent pas forcément compte.
qu'à partir du moment où on prend la parole, quand on est personnalité publique, non, mais moi, en fait, les coulisses, c'est très compliqué. Oui, moi, je cumule, en fait, parce que j'ouvre jamais ma gueule au bon moment. Ah bon? Je dis toujours le truc qu'il faut pas... Iba, ça la rend fou, mon épouse, hein, parce qu'elle me dit, mais t'es obligé d'ouvrir ta gueule, là, en fait. et moi, je peux pas me taire. Je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça. Je peux pas me taire. Quand je vois un truc qui va pas, je le dis. Pour moi, ça fait partie de l'authenticité de ce qu'on est. Oui, c'est ça. Et à partir du moment où on n'est plus ça, alors on n'est plus en face. On parlait tout à l'heure d'être centré, de savoir comment on se place, l'assurance qu'on peut avoir, etc. Moi, j'ai cette assurance. J'ai pas l'arrogance de dire que j'ai une solution à ces problèmes. Moi, j'ai pas dit qu'il fallait juste arrêter de tuer des enfants innocents et que j'allais leur apporter la solution au problème du conflit israélo-palestinien. J'ai pas dit ça. J'ai juste simplement dit, on peut arrêter. On peut juste arrêter. Juste, on discute. Arrêtez, parce que c'est n'importe quoi là ce qui est en train de se passer, on en parle. Voilà, donc je n'ai pas l'arrogance de dire que j'ai des réponses à toutes les questions, mais j'ai au moins la prétention de dire que quand il y a des gens qui meurent, quand il y a des problèmes, quand il y a du racisme, quand il y a quelque chose, il faut le dire, parce que si on ne le dit pas, moi, en tout cas, je ne peux pas me regarder dans une glace. Mais pourquoi on n'a même pas cette liberté de pouvoir en parler? Moi, c'est ça qui me choque aujourd'hui. On a l'impression qu'on a une sorte de dynamite entre les mains quand on en parle. On fait attention aux mots qu'on prononce, si on va heurter telle ou telle personne. Enfin, je veux dire, c'est horrible ce qui est en train de se passer. Il faut juste être humain. Ben oui, mais là, encore une fois, pour le comprendre. La peur fait sa loi aujourd'hui. Regarde. Mais on a peur de quoi? On a peur de quoi? Ok, vous avez vu ce qui s'est passé? T'as vu ce qui s'est passé à Deauville pour moi? Oui. Donc j'ai été renvoyé de Deauville, d'accord? La directrice, parce qu'elle est arrivée des États-Unis, qui avait eu un problème dans le festival, qui était lié à des histoires d'agression. Elle s'est dit, bon, moi je vais donner l'exemple. Qu'est-ce que je peux faire pour donner l'exemple? Oh, il y a Malouf dans le jury. Eh ben on va le virer, comme ça on va montrer à tout le monde que nous on veut pas d'ambiguïté. C'était très petit. C'était très lâche parce qu'elle n'avait pas à le faire. C'était même interdit parce qu'elle n'a pas le droit de le faire parce que j'étais innocenté. C'est pas parce que c'est un festival privé qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut puisqu'elle a pourri ma réputation en faisant ça. Donc elle n'a pas le droit de le faire. Bref, mais elle a pris cette décision. Bon, moi, j'ai pas fermé ma gueule comme d'habitude. J'ai dit bon bah, on me pourrit. Eh ben, je vais rendre la monnaie de la pièce et je vais en justice. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que c'est la peur qui a fait tout le reste du travail. C'est-à-dire, toutes les personnes qui étaient indignées par la décision m'ont appelé pour me le dire. Là aussi, la moitié de Paris m'a appelé pour me dire qu'ils étaient scandalisés par ce que la personne avait fait, mais que c'était compliqué de le dire publiquement parce que, tu comprends, si je dis quelque chose, les gens ils vont croire que je suis pour l'agression pour les hommes agresseurs. Puisque les gens vont tout confondre. Tu comprends, Ibrahim? C'est compliqué pour moi de dire quelque chose. Donc, la peur dirige un peu systématiquement tout. Moi, totalement. Mon problème, et c'est ce qui est chiant d'ailleurs, c'est que j'ai pas peur. Est-ce que toi, tu en veux aux personnes, des artistes comme toi, qui ne prennent pas forcément la parole sur ce sujet-là, ou pas? Non, je leur en veux pas. Chacun a ses idées à défendre, son courage ou pas. On n'est pas tous pareils. Hein. Moi, j'en veux pas aux gens de pas parler. J'en veux à ceux qui viennent me le dire, de pas le dire publiquement. C'est ça, ouais. Ouais. Parce que, pourquoi tu viens me le dire? Dis-le. Viens, regarde, je suis en train de faire une interview avec Manal. Viens le dire. Pourquoi tu viens pas le dire? Voilà. C'est plutôt ça qui est un peu rageant. Je peux pas leur en vouloir. On est des êtres humains, on est faillibles, on n'est pas parfaits, on a tous des failles. Je dis pas que moi, tout le temps, toute ma vie, j'ai toujours eu le courage de toutes mes conditions. Bien sûr, on est mais pas, avec le tous, temps, on est comme ça, évidemment, bien sûr. Mais quand il y a des choses importantes comme ça qui se passent dans le monde, à un moment donné... Après, moi, je suis libanais. Je suis né sous les bombes. Et littéralement sous les bombes. C'est-à-dire, ma mère accouchait de moi, l'hôpital se faisait bombarder. Donc, forcément, je suis touché d'autant plus par ce qui se passe à Gaza et par ce qui se passe aujourd'hui au Liban, ou même ce qui se passait en Ukraine ou ailleurs. Je suis forcément touché, moi, quand on touche à des gosses, quand on blesse des enfants, je suis d'autant plus blessé. En tout cas, j'en profite aussi pour dire qu'on a, moi, en tout cas, personnellement, j'ai une grande pensée pour toutes les victimes, de la Palestine, évidemment, du Liban. J'espère que, voilà, à un moment donné, on va trouver des solutions, que ça va s'arrêter. Mais moi aussi, ça m'atteint énormément. Et j'ai une grande pensée pour toutes les personnes qui vivent de l'injustice et de la terreur.
Parce que c'est ça le pire. C'est de vivre dans la peur, dans la terreur tous les jours. Mais tu sais que moi, je suis persuadé qu'en réalité, tout le monde est comme nous. Moi, je pense, oui, bien sûr. Oui. L'humanité, elle est derrière chaque cœur, vraiment. Et je pense que vraiment, très sincèrement, je pense que tout le monde ressent ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. C'est juste qu'il y a ceux qui le disent et ceux qui n'osent pas le dire. C'est ça la différence. Je ne crois pas une seule seconde qu'une maman israélienne aujourd'hui, même si elle est d'extrême droite ou quoi, je peux même pas concevoir une seule seconde qu'elle soit d'accord avec le fait qu'on déchiquette un petit enfant de 3 ans à Gaza. Je même pas. De la même manière d'ailleurs que je le dis aussi, je suis persuadé qu'une maman ou un papa à Gaza ou en Palestine, je suis persuadé qu'ils ne sont pas d'accord avec le fait qu'on tue des festivaliers, des jeunes qui dansaient dans un festival Supernova le 7 octobre. Je ne même pas imaginer qu'on puisse être d'accord avec ça. C'est pas possible. La différence, c'est dans quel dogme tu vis et à quel moment tu t'éveilles et tu laisses ton cœur exprimer vraiment ce que tu ressens. Il y a la réalité, comme tu dis, il y a la réalité des cœurs. Et puis après, il y a la réalité aussi des gouvernements, des jeux de pouvoir dans le monde, géopolitique, etc., qui eux prennent le dessus malheureusement. Mais c'est vrai, t'as raison, franchement, moi ça me fout la chair de poule. Des fois, j'arrive même pas à en parler, tu vois. Tellement je trouve ça horrible. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que même sur les réseaux, alors moi, comme je t'ai dit, j'aime pas les réseaux sociaux, mais le peu de fois où j'y vais et où je lis des commentaires, des messages, mais mon Dieu, mais tout le monde a le même discours. Les gens en ont conscience. Donc c'est vraiment ça, c'est des choses qu'on voit pas forcément à la télé, en allumant BFM, ça c'est vrai, on n'a pas ce discours, mais on en a un autre sur les réseaux. Et je pense qu'il y a une réalité aujourd'hui qui éclate au grand jour, grâce aux réseaux sociaux. Les gens peut-être ouvrent un peu plus les yeux sur ce qui se passe. Ouais, le problème des réseaux sociaux, c'est qu'il y a de tout. Il y a de tout. Tu peux avoir toutes les opinions du monde sur les réseaux sociaux. Et alors oui, c'est vrai. Mais il y a des choses quand même qu'on a pu... Cette opinion-là, du coup, celle dont on est en train de parler, du coup, elle existe aussi, alors que dans le paysage médiatique, on la voit pas. Il y a des images qu'on voit pas, il y a des témoignages qu'on voit pas. Moi, ça me rend dingue à chaque fois. Du coup, on la voit aussi sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Mais par contre, on voit aussi tout le reste. Évidemment. Voilà. Évidemment. C'est le problème des réseaux sociaux. Alors toi, Ibrahim, tu es originaire d'un village appelé Ain El Kabou. C'est ça, je le prononce bien? C'est le village de ma mère, ouais. Et juste à côté, il y a le village de mon père qui s'appelle Kfar Aab. C'est au cœur de la montagne libanaise, où tu as vécu les premières années. Alors c'est vrai que nous, quand on parle du Liban, en général, on entend toujours Beyrouth. Beyrouth, évidemment, c'est la capitale, et c'est comme ça pour tous les pays. À la limite, on parle aussi de Tripoli, mais il y a plein d'autres endroits super au Liban. Et j'aimerais savoir, dont ton petit village, si tu devais décrire une photographie de cet endroit, ça ressemble à quoi? Pour moi, si tu me demandes comme ça, je vais te dire, c'est un petit paradis. C'est un endroit qui n'a pas été dévasté par l'industrialisation du bâtiment, qui a été un peu préservé. C'est un endroit qui a gardé un peu sa nature, un peu sale parfois, parce qu'il n'y a pas d'État au Liban et que personne ne ramasse les poubelles, donc il faut que les gens s'en occupent personnellement, etc. Mais c'est un petit paradis. C'est un endroit protégé pour moi de beaucoup de choses. Et surtout, c'est un endroit où je me ressource. C'est un endroit qui me fait du bien, qui me permet de retrouver mes origines de manière sereine. Et c'est vrai que tu as vécu, toi, quelques années au Liban. Quel est le souvenir le plus précieux que tu gardes de ton enfance là-bas? En fait, on y a vécu, avec ma famille, on a vécu au Liban, mais on n'a jamais vécu plusieurs années de suite. Moi, je dis toujours que j'ai passé un quart de ma vie au Liban, ce qui est vrai. Mais c'est parce qu'on passait toujours entre 2 et 3 mois par an. Donc on partait en juin, mi-juin, et on revenait mi-septembre. Et donc on passait énormément de temps là-bas. Et donc quand on revenait, j'avais vraiment l'impression d'avoir vécu vraiment une partie de ma vie là-bas. Et au bout d'un certain nombre d'années, ça fait vraiment l'équivalent d'un quart de ma vie au Liban. Donc, mais j'ai pas vécu toute l'enfance comme on pourrait l'imaginer. J'ai pratiquement jamais vécu vraiment une année entière là-bas, même tout petit. J'ai parti vraiment très tôt. Par contre, j'ai énormément de souvenirs d'enfance, beaucoup. Alors la comme guerre, quoi, par évidemment, exemple? déjà la guerre, c'est sûr, parce que la guerre s'est terminée, j'avais 11 ans, donc je m'en souviens évidemment très très bien. Je me souviens des obus, des abris, de tout ça, donc ça j'oublierai jamais évidemment. Mais j'ai aussi de très 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 bons souvenirs. Avec tous mes amis, mes potes, mes copines, mes premiers amours. Y a un truc que j'adorais, par exemple, dans mon village, parce que c'est 2 villages mitoyens.
Et moi, dès l'âge de 11-12 ans, mon père, il me laissait prendre le scout et me balader comme je voulais. Et donc, des fois, il y a une sorte de politesse au Liban qui fait que quand les gens te voient, ils te disent, ben viens, tfaddal, c'est-à-dire viens, prends un verre, etc. Et moi, au début, quand j'étais petit, je comprenais pas forcément toujours que c'était pas vraiment une invitation, c'était plus une politesse. Et c'est déjà arrivé que les gens insistent un peu. Et je lui dis, bon, bah, je vais y aller. Et du coup, j'y allais. Et je m'asseyais comme ça dans le salon des gens. On m'offrait un petit gâteau. On me demandait comment va ton père, comment va ta mère. Et hop, je reprenais le scooter, je partais. Et j'en garde des super souvenirs parce que finalement, je m'étais fait, dans ces deux villages-là, c'était un peu, tout le monde était un peu ma famille. Ouais, ça fait du bien de se remémorer ce genre de souvenirs. Ouais. Vraiment, une ambiance chaleureuse où tu as l'impression que c'est une safe place. Ouais, malgré le contexte. Malgré le contexte, c'est ça qui est dingue aussi. Ouais. Mais moi, c'est juste après la guerre, vraiment vers 11 ans, que j'ai commencé vraiment à être un peu plus ado et donc à profiter un peu de cette liberté-là. Mais avant, on était évidemment dans les abris, il fallait faire très attention, etc. Et est-ce que tu es quelqu'un de spirituel ? Oui. Oui ? Ouais, très, très. Très spirituel. Je suis pas dans les liturgies, dans les religions, dans tout ça. J'ai jamais trop réussi à séparer l'homme de la religion. C'est-à-dire que ça me posait problème à chaque fois quand c'était des prêtres ou des hommes de religion qui essayaient de m'expliquer la religion. Je leur disais, mais ça te regarde pas comment moi j'aime. Tu penses que c'est quelque chose de personnel qui vient de... Ouais, j'aime pas trop. J'ai un oncle qui est prêtre aussi. Et à chaque fois, il faisait des leçons de morale et tout. Et ça me saoulait. Je n'ai pas envie qu'on me parle de ça. Moi, mon rapport avec lui, ça regarde personne. Et quel Dieu je prie, ça regarde personne. Parce que toi, tu as une éducation catholique ? Non, j'ai une éducation chrétienne. Chrétienne ? Mais pas catho. Okay. Plus... c'est les orientaux les chrétiens d'Orient. Donc c'est orthodoxe, de rite grec. Donc c'est un peu compliqué, mais il y a des gens qui connaissent bien. C'est d'influence byzantine essentiellement. Donc c'est très arabe aussi. C'est-à-dire que les chants religieux, tu dirais que c'est un imam en fait. Mais même les noms, Ibrahim. Tout. On est de culture arabe, c'est ce que parfois certains chrétiens d'Orient ont du mal à accepter. mais on est des Arabes aussi. On n'est pas que des Arabes, on est aussi des Phéniciens, tout ce qu'ils veulent, mais on est aussi des Arabes. Donc, et quand tu entends le prêtre chanter, enfin on dit pas chanter, mais faire chanter les psaumes, tu dis que c'est un imam qui chante le Coran. Ça se ressemble vraiment beaucoup. Et j'ai baigné dans ça. Enfin, et puis beaucoup la musique. Forcément. Beaucoup la musique des orthodoxes et des grecs orthodoxes. Mais est-ce que tu crois en Dieu ? C'est une vaste question. Je crois en Dieu, mais tout dépend de ce qu'on appelle Dieu. Voilà. Moi, par exemple, j'ai du mal avec, j'ai du mal avec la représentation de Dieu sur Terre. Par exemple, toutes les personnes qui se revendiquent représentants de Dieu ou de la parole de Dieu, et qui potentiellement, en vrai, sont vraiment des humains comme toi et moi. D'accord. Ça me pose problème. J'ai du mal avec ça. Je veux pas qu'on s'interpose entre lui et moi. C'est pour ça que tu as une relation compliquée avec les prêtres. C'est pour ça que j'ai du mal avec l'autorité en général, et surtout quand elle est religieuse. D'accord. Je trouve que quand on met en doute mon propre discernement, c'est qu'on me fait pas confiance. Et moi, normalement, Dieu, il me fait confiance. Tu vois ? Et donc, si on me dit quoi faire, c'est qu'on pense que je serais capable de ne pas le faire correctement et donc de ne pas être une bonne personne, un bon être humain. Alors moi, je considère que tout ce que je fais, je le ferai toujours avec la bonté que mes parents m'ont donnée dans mon cœur. Donc, à aucun moment, je ne mets en doute, moi, l'idée qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Donc, je n'ai pas envie qu'on me mette en doute, moi, le fait que je puisse être quelqu'un de bien. Donc, quand tu pries, tu t'adresses à Dieu directement ? Ouais, ou je m'adresse à mes enfants, à ma femme, à mes parents, ou je demande pardon à mon père sur des choses parce que je sais que je lui ai fait mal à un moment, parce que je demande pardon à ma mère de ne pas être tout le temps aussi dispo qu'elle l'aimerait, parce que je demande à mes enfants
pareil, de me pardonner de ne pas pouvoir être tout le temps là au moment où il faut. Je demande pardon à mon épouse qui m'aime et que j'adore, et parce que je ne suis pas toujours à la hauteur de tout ce qu'elle voudrait, parce que je demande... Tu vois, je suis dans ça, quoi. Je ne suis pas forcément en train de m'adresser à une personne qui a des yeux, un nez, une bouche et qui serait je ne sais pas où. Dieu, pour moi, et c'est nous tous, en fait. Tu sais, moi, je suis un mathématicien au départ. Je sais que tu aimes bien les chiffres. Ouais, j'aime bien les chiffres. Tu voulais être architecte, d'ailleurs, c'est ça? Ouais, mais... Quand tu étais enfant. Je voulais être architecte, mais tu sais que dans les maths, il y a des choses qui sont tellement mystérieuses. Je te donne un exemple, d'accord? Parce qu'on est en train d'en parler. Ouais. Quand j'étais petit, j'étais fasciné par le principe des cercles. Ok. Il y a des gens qui sont fascinés par les triangles. Moi, je suis fasciné par le cercle. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion de l'infini qui est complètement impossible à maîtriser. Et ce qui nous permet de calculer les circonférences, etc., c'est le chiffre pi. Et pi, en fait, il est infini. D'accord? Donc dans pi, en fait, tu as 3,14, blablabla, tous les chiffres qu'il y a derrière. Mais il y a de la spiritualité, en fait, dans pi. Parce que c'est infini. Alors, non seulement ça, mais ça veut dire que dans pi, il y a absolument tout. Il y a tout. Il y a nos âges, il y a nos dates de naissance, il y a tous les textes que tu peux écrire dans ta vie. Si tu remplaces les chiffres par des lettres, tous les textes, tout ce que tu as ici, là, il est dans pi. Tout ce qui a fait l'ingénie de cet immeuble, il est dans pi. Tout ce que tu peux vivre, tout ce que je peux vivre, tout ce que monsieur peut vivre, tout ce que nos enfants vont vivre, tout ce qui a été vécu depuis la nuit des temps, a été déjà écrit dans pi. Si tu prends tous les chiffres qu'il y a derrière, tous nos numéros de téléphone, tous les chiffres qu'il y a, tout est dans pi. Et je trouve ça absolument fascinant. C'est fascinant. Toutes les combinaisons de chiffres et de lettres existent dans pi. Donc tous les bouquins qui existent dans l'histoire des bouquins, de la littérature, tout a déjà été écrit dans pi. Alors si tout a déjà été écrit dans pi... Ce cercle-là, oui, je te laisse. Il y a tout dedans. Oui. Voilà. Donc quand tu penses à cette spiritualité qu'il y a dans les maths, dans le cercle, dans la géométrie, dans l'algèbre, tu peux plus faire abstraction du fait qu'il y a absolument rien qu'on puisse véritablement maîtriser. Ouais. Tout a déjà été écrit, tout est là. Si tout est là, tout a déjà été écrit, comment peut-on penser qu'il n'y a pas un grand architecte, en fait, derrière tout ça? Exactement. Donc quand je te dis que je suis spirituel, je suis mathématiquement spirituel. Ah. Tu vois? C'est un bon terme, ça. Voilà. Alors, qui a inventé les maths? Qui a inventé pi? Qui a décidé qu'il y avait un chiffre infini? Il y a ceux qui l'ont découvert, mais qui l'a inventé? Alors, c'est vrai, Ibrahim, qu'en tant que spectateur, qu'est-ce qu'on voit? Nous, on voit les réussites, on voit les trophées, on voit tout ça, le bling-bling. Mais c'est seulement la face visible de l'iceberg. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pour arriver à ce niveau, au niveau où tu es aujourd'hui, quelle est la réalité de ton quotidien? Celui de maintenant est quand même très différent d'il y a 20 ans. En quoi? Il y a 20 ans, j'ai passé ma vie à travailler à ma trompette, je faisais rien d'autre. Je passais mon temps à composer, à faire de la trompette. Enfin, j'avais pas d'enfant, j'étais pas marié, j'étais complètement dévoué à ça. Maintenant, le quotidien, c'est un compromis entre tout ce qui me passionne, tout ce que j'aime dans la musique et la vie familiale. Donc, ça ne ressemble plus à ce que c'était il y a 20 ans, quoi. C'était plus difficile il y a 20 ans? Non, c'était plus focus sur un ou deux trucs. D'accord, ouais, je vois. Qui était vraiment le truc que je visais, un truc spécifique, et il n'y avait pas moyen que je le fasse pas. D'où tout à l'heure on évoquait un peu, peut-être pas une forme d'arrogance, mais quelque chose d'un peu... voilà, j'étais un battant, quoi. Je voulais arriver au point où mon père avait misé sur moi, quoi. Il avait misé sur un truc, il voulait que son fils arrive à ça, donc il fallait absolument que j'y arrive. Tu sais, on entend souvent dire qu'il faut travailler dur pour réussir. Et moi, je l'ai longtemps cru. Et puis, j'ai lancé ce podcast. J'ai reçu des centaines de personnes. J'ai vécu mes propres expériences aussi. Ils te disent qu'il ne faut pas bosser dur pour y arriver? Qu'il ne faut pas forcément bosser dur, mais bosser intelligemment. T'en penses quoi, toi? C'est pas pour te casser, hein, mais... Ah non, mais c'est pas moi. Moi, je trouve que c'est un peu démagogique. Je trouve que c'est un peu démago. Parce qu'en réalité... l'un va pas sans l'autre. Ouais. Alors, il faut pas que bosser dur. Oui. Alors peut-être quelle est la nuance? Ouais. Alors, mais il faut bosser, mais putain de dur. Voilà.
Ouais, non, faut bosser comme un fou. Ouais, celui qui aime pas bosser, il va... Après, je dis pas qu'il y a pas des gens qui ont un peu de chance. Mais la chance, c'est pas pour faire la formule, mais la chance, tu la provoques en bossant. Il faut travailler dur. Mais qu'est-ce qu'il faut d'autre pour réussir? Parce que ça suffit pas. Ça, je veux bien. Ça suffit pas. Non, ça suffit pas. Mais par contre, si tu bosses pas dur, faut pas t'étonner si ça fonctionne pas. C'est quoi le deuxième ingrédient selon toi? Un peu de discernement, beaucoup d'humilité. Moi, j'ai, par exemple, quand je vois des fois arriver des jeunes là qui veulent bosser et qui me disent Ibrahim, je peux te demander des conseils et tout. Je leur dis ouais, dis-moi. Il me dit ouais, je viens de faire une séance dans un studio. Ils veulent me payer 250 €. Franchement, je trouve que c'est abusé. Tu crois pas que je devrais demander plus? C'est la Gen Z, ça. Attends. Et moi, je leur dis, bah, je sais pas, ça dépend. T'en as fait beaucoup avant. Il me fait non, c'est la première. Je dis, tu te moques de moi. Ouais, c'est la nouvelle Tu te moques génération. de moi. Moi, pendant 6 ans, j'ai jamais demandé une seule fois combien j'allais être payé. Ouais. J'allais bosser, je ne demandais pas. Je faisais mon taf et j'essayais de le faire suffisamment bien pour ensuite devenir indispensable aux gens. Et c'est parce que j'étais devenu indispensable que d'un seul coup, j'ai valu quelque chose. Et à ce moment-là, tu négocies, mais pas avant. Bosse déjà. Je suis d'accord. Et donc, c'est ce truc-là qui se perd beaucoup. Un peu de discernement, quoi. Un peu de, tu vois, d'humilité. Je pense que ça aide vraiment. Savoir se placer par rapport aux autres, avoir vraiment de l'humilité, mais bosser dur. Je pense que ça aide énormément. Alors, travailler dur, certes, avoir du talent, évidemment, mais le talent ne suffit pas non plus pour réussir. Moi, ce que j'ai aussi constaté, c'est que chaque industrie a ses propres codes. Et ce que j'aimerais savoir, c'est quels sont ceux à maîtriser pour se faire une place dans l'industrie de la musique. Alors déjà, la notion de réussir, c'est très, très relatif dans la musique. Alors, dans d'autres métiers, je sais que ça peut être lié à l'argent, que ça peut être lié au salaire que tu as, etc. Oui, mais dans la musique, la notoriété, c'est quelque chose de très relatif. C'est vrai. Ça peut partir du jour au lendemain. D'abord, ça peut partir du jour au lendemain. Tu peux avoir un énorme succès flash pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans et disparaître complètement. Est-ce que du coup, tu as eu du succès ou pas? Parce que moi, si tu me demandes mon avis, quelqu'un qui cartonne pendant 8 ans et qui disparaît, pour moi, il n'a pas eu de succès. Ah ouais? Pour moi, c'est pas ça un succès. D'accord. Pour moi, un succès, c'est quelqu'un qui peut vivre de sa musique. Moi, c'est un malentendu qui fait que je suis un peu connu aujourd'hui. Moi, c'est suite à 2 grosses déceptions. Ah oui? Ouais, 2 très grosses déceptions. 3 même. Raconte-nous. Pour être tout à fait honnête. Alors, comment 3 ça très se grosses fait? déceptions. Bah, la première, je voulais être compositeur de musique de film. Oui. Et personne voulait de mes musiques. Donc, je les envoyais à des producteurs, à des maisons de disques, à des réalisateurs de films, etc. En leur disant, voilà, moi, je voudrais être compositeur de musique de film. Est-ce que vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un? Personne ne m'a jamais répondu. Le seul qui m'a envoyé un courrier, mais pour me dire, bravo, c'est super, mais pour l'instant, j'ai pas besoin, c'est Mathieu Kassovitz. J'avais 21 ans. D'accord. Voilà, c'est le seul. Et c'était super, d'ailleurs, de sa part, de me répondre, parce qu'il n'était pas obligé. Et donc, tu vois, première déception, musique de film, bye bye. J'ai mis 15 ans à faire ma première musique de film. Wow. Donc pour moi, c'était un échec. La deuxième, c'est que je voulais devenir musicien classique et jouer des concertos classiques, jouer Hummel, Bach, etc. et faire des festivals. J'étais très très peu invité. Les plus gros festivals de musique classique ne m'invitaient jamais. Je me rappelle, j'ai eu une conversation à l'époque avec Maurice André, qui était le plus grand trompettiste de l'époque et qui était le guide de mon père, le prof de mon père, avec qui j'avais pris quelques cours. Et je lui avais dit, Maurice, je comprends pas... j'ai connu tous les concours, même le concours qui porte votre nom, je suis arrivé en tête du concours, etc. Et pourtant, les festivals de musique classique ne m'invitent pas. Il m'avait fait cette réponse qui, au départ, m'a vexé et que j'ai compris plusieurs années plus tard. Il m'a dit, Ibrahim, malheureusement, c'est pas demain la veille que des grands festivals de musique classique vont accepter que ce soit quelqu'un qui s'appelle Ibrahim qui leur enseigne comment on joue Haydn. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'était ma très grosse deuxième décision. Je me suis dit, bon, ok, là, je vais partir sur autre chose, parce que ça va pas le faire. Et je me suis dit, je vais entrer dans un orchestre, comme ça, voilà, j'ai mon poste et je suis tranquille. Pareil, aucun orchestre ne m'a pris. Donc, c'est vraiment une succession d'échecs où véritablement, je voulais vraiment être plutôt dans l'ombre. Enfin, tu vois, pas une grande carrière, ou je sais pas quoi, mais vraiment dans l'ombre. Et c'est par élimination que c'était mon plan F, mon plan E, de faire ce que je fais aujourd'hui. Et là, tant mieux, ça fonctionne. Mais est-ce que j'ai réussi? Non.
J'ai pas réussi ma vie du tout. Moi, je voulais être compositeur de musique de film. C'était ça mon métier au départ. C'est ça que je voulais Donc toi, faire. tu estimes que tu n'as pas réussi avec Moi, tout j'ai ce que raté tu as ma vie, accompli? mais complètement. T'as Moi, j'ai raté ta vie? Mais oui. Mais je sais que ça peut paraître bizarre de le dire comme ça. Mais par rapport à la vie que j'avais, par rapport au plan que j'avais, moi, je voulais être même architecte quand j'étais plus jeune. Et on m'a dit, tu dessines mal, laisse tomber. Donc j'ai arrêté. C'est pour ça que je faisais des maths. Mais peut-être que... Est-ce que c'est pas mieux ce que tu es devenu Oui. par rapport à ce que... Mais j'ai pas les réussi intentions du coup. Le plan que tu avais au départ, je l'ai pas coché. J'ai pas réussi ce que j'avais comme plan. Donc Ibrahim Malouf a raté sa vie. Non. Ça va être le titre de la vidéo. Non, mais dis pas comme ça. Non, surtout pas, surtout pas. Non. Non, mais par contre, j'ai réussi une vie qui est celle qui me rend heureux, c'est-à-dire d'avoir une famille avec des enfants, une femme et une autonomie, c'est-à-dire je peux vivre du métier que je fais. Toutefois, oui. est-ce que tu te sens frustré aujourd'hui? Plus maintenant, mais pendant longtemps, oui. Ouais, c'est ce que je ressens. Ouais. C'est qu'il y avait une forme de frustration. Ouais, alors c'est pas une frustration destructrice, oui. J'ai pas. Ça va, t'as quand même un parcours. Non, mais j'en suis pas là. Mais oui, une frustration, bien sûr. Je voulais reconstruire mon pays, moi, quand j'étais petit. Je voulais participer à la reconstruction des immeubles et tout ça. Je me rappelle, je prenais des cartes postales. Même Iba, mon épouse, elle a retrouvé une des cartes postales où j'avais écrit dessus, regarde, c'est chez moi et tout. En fait, c'est pour ça que tu voulais être architecte? Ouais, pour reconstruire ton pays? Ouais, je montrais des anciennes cartes postales de avant la guerre à mes potes et je leur disais, regarde le Liban comme c'est beau. Parce qu'on voit tous les jours à la télé, on voyait les bombardements au Liban, tous les jours, on voyait des morts, etc., des bombardements. Et je leur disais, non, regarde, c'est ça le Liban. Ils me disaient, bah bon, c'est ça, non, parce que j'ai vu à la télé que. Ouais. Je leur disais, non, c'est ça, en fait. Et je rêvais un jour de faire une sorte de New York dans ma chambre. Dans ma chambre, je dessinais les tours jumelles en énorme, comme ça, dans ma chambre. Je disais, ça, ce sera Beyrouth quand je serai grand. Ouais, bien sûr que j'ai échoué. Évidemment que j'ai raté ma vie. Mais c'est pas grave, en fait. Je suis très heureux. Je suis très très heureux. Aujourd'hui, je refais de la musique de film, donc je suis content. Et puis je dis une phrase que je sors souvent parce que je parle quand même souvent d'architecture. Je dis que j'ai pas réussi, en effet, à construire l'environnement dans lequel les gens vivent, les immeubles, etc. Mais je participe à la construction de l'environnement dans lequel on vit quand on a les yeux fermés, quand on rêve. Tu vois, on ferme les yeux. Ouais. Et cette musique, c'est l'architecture du son. Quelque part. Et puis tant mieux parce que comme ça, personne ne peut me le détruire. Je pense qu'une mélodie, on ne peut pas la détruire, tu vois. C'est joliment dit, ça. Voilà. Vraiment. Ah oui, ça, c'est une phrase qui va rester, qui va résonner pendant longtemps. Mais rappelle-toi que dans Pi, il y a absolument toutes les mélodies du monde. Il y a toutes les symphonies de l'histoire. Donc, tu n'as rien inventé, Ibrahim. J'ai rien inventé. Je suis juste allé les cueillir. Voilà. Aujourd'hui, tu brilles dans ton domaine, mais est-ce qu'il y a un domaine en particulier dans lequel tu penses être vraiment nul? Un domaine où j'aurais aimé vraiment m'y connaître un peu, c'est la cuisine. La cuisine? Ouais. À chaque fois que j'essaie de cuisiner des trucs, c'est une catastrophe. J'ai empoisonné tout le monde. Ça, tu peux apprendre. Ouais, je peux apprendre, mais je sais pas. Moi, j'aime bien improviser. Dans la musique, j'improvise. Dans les interviews, tu vois, j'improvise. Il n'y a pas de code. J'ai pas un truc écrit sous mes yeux en me disant, OK, si on me pose cette question, je réponds ça. Donc, j'ai du mal avec le truc des recettes. Ouais, moi, il y a écrit 150 grammes. Là, c'est bon, 180, on s'en fout. On sait jamais. Ça sera même mieux. Tu vois, je suis un peu en mode, yalla, on y va. Et donc, du coup, j'improvise des trucs et tout, et ça marche pas. Tu peux pas. La cuisine, faut. Une fois que tu maîtrises, après, tu peux improviser, mais pas avant. Et il y a quelque chose en particulier que tu aimes faire lorsque tu ne fais pas de la musique, quand tu composes pas, que tu n'es pas en studio, que tu n'es pas sur scène? Du sport? Alors, ça se voit pas beaucoup, je sais. Mais j'adore faire du sport. Je me permettrai permettrai pas. Quel genre de sport? Tout, le sport, tout, le courir, les exercices en salle, le tennis, le foot, tout. J'aime vraiment le basket surtout. J'aime beaucoup, mais j'ai pas beaucoup le temps. C'est vraiment ma grosse frustration d'aujourd'hui. Le temps de faire du sport? Ouais. Bah, ça va, si tu arrives déjà à en faire un petit peu dans la semaine. Ouais, mais c'est pas assez. C'est pas assez? Non, moi j'aime bien en faire tous les jours. Il faut te prendre un coach personnel pour ça. C'est ça. C'est ça, t'as pas le choix. Voilà. Quand il vient taper chez toi, ouais, t'as pas le choix. T'es obligé. Là, peut-être une des résolutions. Alors, on a parlé de beaucoup de choses et je t'en remercie, Ibrahim. Est-ce qu'il y a une question en particulier que tu aurais aimé que je te pose durant cet entretien? Je suis très heureux qu'on ait fait cet échange. Non, je me dis que, tu vois, moi, j'ai pas l'occasion souvent de parler des sujets qu'on a abordés tout à l'heure, qui sont assez délicats, parce que beaucoup de gens prennent des pincettes et ils ont peur d'en parler. Et je suis content qu'on en ait parlé, parce que je trouve que quand je rencontre des gens, je vois dans leurs yeux qu'ils ont peur d'en parler, ou qu'ils savent pas s'il faut en parler ou pas en parler. Et je suis toujours un peu gêné, parce que je dis, si j'ouvre la conversation, ils vont avoir l'impression que c'est un peu bizarre, parce que comme si je voulais prouver quelque chose. Et si je n'en parle pas du tout, il y a un malaise. Et je suis
dans cette conversation, parce que ça veut dire que c'était sain. Mais j'étais content d'aborder ces sujets-là. Moi aussi, c'était sincère. Voilà. Et je pense qu'on est deux personnes qui n'avons pas peur. Donc c'est pour ça Très bien. qu'on peut en parler librement. Alors c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de ton album. Alors je t'avoue, Ibrahim, que moi, quand je reçois mes invités dans le On n'est podcast, pas là pour faire de la promo. voilà, je fais pas forcément de la Mais promo. j'ai un album qui est super, écoute-le, ça s'appelle Trumpets of Michel-Ange. Mais j'aimerais bien C'est quand même que tu nous en parles. on en a C'est bon, parlé. ça y est. Le titre de l'album, c'est Trumpets of Michel-Ange. T-O-M-A. Comment ça t'est venu? Moi, j'adore le titre. C'est une histoire très longue, mais je vais essayer de faire court, parce que je sais que c'est la fin de l'interview. Mais en gros, il y a plein de raisons, plein d'histoires et tout. Mais la principale, c'est que quand j'étais petit, et que mon père me parlait de son parcours en tant que trompettiste, etc., il y a une chose dans sa vie qui est quand même incroyable, c'est qu'il a quitté le Liban, il ne savait pas parler français, il n'était pas allé à l'école au Liban, il écrivait très mal l'arabe, il n'avait pas un rond, et il ne savait pas jouer de trompette. Et son rêve, c'était d'étudier dans la classe de Maurice André, qui était la classe la plus difficile à atteindre dans le monde entier à cette époque-là. Et il s'est réfugié dans une toute petite église qui est pas très loin d'ici, qui s'appelle Saint-Julien-le-Pauvre. Et il a été sacristain dans cette église. Et c'est là-bas qu'il a travaillé sa trompette, qu'il a pu gagner sa vie, qu'il a pu crécher, dormir. Et c'est dans cette église qu'il a aussi designé son rêve, qui était de faire une trompette avec le 4e piston qui permet de jouer de la musique arabe. Et pour moi, cette église, c'était un peu sa chapelle Sistine. Et lui, pour moi, c'était un peu une sorte de Michelangelo, celui qui a son œuvre la plus belle, en tout cas, c'est cette invention grâce à laquelle je fais ma vie aujourd'hui, cette trompette. Et comme pendant toute sa vie, on lui a dit, mais comment s'appelle cette trompette? Et lui, il disait trompette arabe. On lui disait, non, dis pas arabe, parce que arabe, ça fait tout de suite arabe, terroriste, musulman, etc. Appelle ça trompette orientale. Et mon père disait, mais non, trompette orientale, c'est pas possible, ça joue pas les musiques d'Orient, ça joue pas les musiques japonaises, chinoises, d'Extrême-Orient, etc. Et donc, il y a eu comme un conflit. Les techniciens, ils disent, oui, c'est une trompette microtonale, etc. Et moi, j'ai dit, vous savez quoi, je vais la baptiser, cette trompette, une bonne fois pour toutes. Et ça s'appellera trompette de Michel-Ange, en hommage à mon père, qui pour moi est une sorte de génie, parce que c'est son œuvre la plus belle. Voilà. Donc cet album, c'est un hommage à ton père. Oui, complètement. Complètement. Est-ce que sortir un album, c'est un petit peu ton prétexte justement pour aller en tournée? Parce que je sais que être sur scène, c'est ce que tu aimes. Ouais. Et d'ailleurs, tu nous l'as dit en début d'entretien, tu aimes entendre les applaudissements de ton public. Oui, bien sûr. C'est pas un petit peu le prétexte justement pour aller en tournée? Si, mais au départ, c'était pas ça. D'accord. Au départ, moi, je faisais des albums vraiment pour faire des musiques de films. Et au final, c'est devenu un truc en plus, puisqu'il fallait bien que je défende cet album. Et la seule manière de le défendre, c'était d'aller sur scène. Et donc, au début, moi, sur scène, je n'étais pas très à l'aise. Et c'est au fur et à mesure que c'est devenu le truc s'est inversé. Donc, trompette de Michel-Ange. Ouais. Je faisais des concerts pour justifier l'album. Maintenant, je fais des albums pour justifier les concerts. Il est déjà sorti, l'album, hein? Ouais, il est sorti il y a quelques jours. Donc, disponible 2 jours. Super. Alors nous, on a un petit rituel dans ce podcast. À la fin de chaque entretien, je pose une série de questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Okay. Ça dure pas longtemps, tu verras, 2 minutes, avec des questions un peu fun et décalées. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. C'est parti. Quelle est la première chose que tu fais en te levant le matin? J'embrasse mon épouse. Quel est le dernier livre que tu as lu? J'ai relu Les Identités meurtrières de mon oncle Amine. Là, il y a même pas un mois. Et le livre que tu offrirais en premier? À qui? Ça dépend qui. Moi, je trouve qu'on offre des bouquins en fonction des gens. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? De ne jamais descendre du cheval, même quand il tombe. Et le pire conseil, celui que tu n'aurais jamais dû suivre? On en a parlé tout à l'heure, je suis désolé, je vais le dire quand même, de ne pas prendre un avocat, même quand tu es innocent. Quelle est la chose à laquelle tu crois et que les autres considèrent comme une folie? Je crois terriblement à la force de la musique d'unir vraiment les gens, d'unir les peuples, de faire la paix, etc. Je trouve qu'on sous-estime la force de l'art et surtout de la musique. Quel est le luxe dont tu ne pourrais absolument pas te passer? Mon téléphone. S'il te restait 100 € et pas 1 euro de plus, dans quoi tu les investirais? Dans des pâtes, du riz, des trucs pour manger, pour tenir le plus longtemps possible. Quelle est ta plus grande peur? Comme tout le monde, enfin tous les gens en tout cas qui ont des enfants, une famille, c'est qu'ils ne soient pas à mes côtés. Et que fais-tu au quotidien pour surmonter cette peur? Je fais tout pour qu'ils soient en sécurité et heureux et en bonne santé.
Si tu pouvais avoir l'absolue vérité sur un événement important, tu choisirais lequel? Ah, waouh. Je pense on a tous le traumatisme du 11 septembre 2001 parce que ça a dégénéré absolument tous les rapports entre tous les pays du monde. Il y a un cataclysme fou qui a complètement déséquilibré tout. Donc si on arrivait à savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé, parce que visiblement il y a des gens qui ont des doutes, donnez-nous une version au moins définitive, qu'on sache, je pense que ça aurait calmé vraiment beaucoup d'ardeur. Que demandes-tu le plus dans tes prières? La santé de mes enfants. Est-ce que pour toi, l'argent est un élément important de la réussite? C'est un élément conséquent de la réussite, mais pas forcément important pour la réussite. Quel est l'endroit où tu aimes aller pour te ressourcer, même si j'ai déjà ma petite idée? Mon village. Mais je vais vous dire, ma famille. Parce qu'en réalité, quand je vais dans mon village, c'est pour voir ma famille aussi. Mais c'est être auprès de ma famille. Si tu pouvais inviter une personne à déjeuner, n'importe qui, sans limite, tu choisirais qui? Tu veux dire sans limite, c'est-à-dire même des gens genre très... Miles Davis. Ok. J'aurais adoré déjeuner avec lui. Quelle est la chose que tu avais dans tes plus jeunes années et que tu aurais aimé garder en devenant adulte? L'espoir que la solution vienne des êtres humains. Quelle est ta petite Madeleine de Proust, quelque chose qui te rappelle automatiquement ton enfance? J'en ai pas vraiment, mais j'adore manger du chocolat. Ah ouais. Et le chocolat, c'est l'enfance pour moi. Donc je reste un grand enfant grâce au chocolat. Qu'est-ce qui est le plus libanais en toi? Regarde-moi. Non, je sais pas. Je parle avec les mains. Non, les Libanais ont quelque chose de fou. C'est que le Liban est à genoux. C'est un pays qui est à genoux depuis très longtemps, mais qui ne tombe jamais. Jamais. Il est là. Il est à genoux, hein, il saigne, tout ce que tu veux, il va mal, mais il tombe pas. Et je m'identifie beaucoup à ça. Voilà. Si tu avais une journée en plus dans la semaine, donc une semaine de 8 jours, tu ferais quoi de cette journée? Avec mes enfants et ma femme. Selon tes proches, quelle est ta plus grande qualité? Mon dévouement pour la famille et le travail. Et selon toi, quel est ton plus grand défaut? Trop de dévouement à mon travail. Quelle est la dernière chose que tu fais avant de dormir? Et quand je peux, j'appelle mes enfants, je leur parle et je parle à mon épouse. Voilà. Merci beaucoup Ibrahim d'avoir répondu à toutes mes questions. Ça va, c'est des questions sympas. Sympa, ça va. T'appréhendais un petit peu les questions rafales, mais tu vois, tu t'en es super bien sorti. Non, parce que les questions rafales, tu sais, tu peux être piégé, c'est-à-dire dire un truc que tu penses pas forcément. Oui. Parce que tu crois qu'on t'a demandé quelque chose qu'on t'a pas demandé. Donc je fais attention à ça. Non, t'inquiète pas, on est très bienveillants ici dans le Manal Show. C'est ça. Alors tu sais, ce podcast a un objectif, c'est apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Donc je termine toujours mes entretiens avec la même question. Quelle est la leçon que tu as apprise ces dernières années et que tu aurais aimé apprendre sur les bancs de l'école? C'est un peu cliché ce que je veux dire. Et je pense que plein de gens te l'ont peut-être déjà dit. Mais j'aurais bien aimé qu'à l'école, on nous dise que c'est pas à l'école qu'on apprend la vie. C'est-à-dire que si les professeurs, nos enseignants le disaient aussi simplement que je viens de le dire, vous inquiétez pas, c'est pas ici que vous allez apprendre la vie, c'est pas ici. Là, on va vous donner plein d'informations, prenez-les, mais nous, c'est pas nous la vie. La vie, c'est autre chose, et la vie va vous apprendre beaucoup plus de choses. Mais prenez toutes ces informations parce qu'elles vont vous servir. Si l'école avait l'humilité de nous dire ça aurait changé pas mal de trucs, je trouve. Ça m'aurait, moi, en tout cas, beaucoup aidé à accepter l'école aussi. C'est le mot de la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Ibrahim. C'était passionnant. Merci de nous avoir accordé de ton temps, parce que je sais que tu es quelqu'un de très occupé. C'était un réel plaisir, vraiment. Merci beaucoup. Et c'était très inspirant. Je te souhaite beaucoup de succès dans tous tes futurs projets. Merci. À vous aussi, à toi aussi.